Bonjour à tout le monde. Merci aux organisateurs de la Ligue de m'avoir invité. Même si c'était un petit peu short au niveau timing, on va faire ça bien. Donc je me présente. Moi, je m'appelle Gaël Delru, je suis neuropsychologue et donc je vais vous faire un petit peu ici une présentation sur différentes pistes pour mieux comprendre les problèmes cognitifs et pour essayer de voir un petit peu quelle est la démarche qu'on suit, nous, au niveau professionnel, pour essayer de répondre à cette interrogation, à proposer des pistes d'action et autres pour les patients. Alors, je vais d'abord vous présenter brièvement le plan de ma présentation qui va être très classique, une introduction globale, puis un point sur ce qu'est la neuropsychologie pour les patients éventuellement qui n'auraient pas été en contact déjà avec un neuropsychologue, expliquer un petit peu ce que c'est, comment ça fonctionne, sur quelle base on travaille. Puis je vais cibler sur spécifiquement la neuropsychologie et la sclérose en plaques et je ferai quelques conclusions avec quelques digressions qui me semblent importantes dans ce cadre-ci. Alors, d'abord en introduction, je vais d'abord me présenter. Donc, moi, je suis neuropsychologue, donc j'ai fait ma formation à Liège. J'ai travaillé pendant 10 ans en centre neurologique de Fréthur avant de passer au CHU de Liège. Et comme certains d'entre vous le savent, maintenant le CHU et le centre neurologique de Fréthur ont fusionné, donc je retravaille à Fréthur quelque part depuis 2-3 ans. Mes activités sont essentiellement du suivi de patients atteints de pathologies neurologiques au sens large, avec une spécificité pour le suivi des patients atteints de sclérose en plaques, en termes de bilan de départ, de rééducation, de suivi à long terme, et aussi de plus en plus d'accompagnement dans les phases qui suivent directement le diagnostic entre les différents rendez-vous des neurologues, après instauration d'un premier traitement et autres choses de ce type. Alors, les troubles cognitifs, les troubles neuropsychologiques, ce sont des troubles invisibles. Donc, ce sont des troubles qui sont compliqués à vivre, comme les autres, mais d'une manière un peu différente, dans le sens où on ne voit pas sur votre tête que vous avez des petits soucis de mémoire éventuellement ou d'attention. Donc, ça met déjà ce type de difficulté dans une case particulière en termes de gestion pour la personne. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas anodin, parce que parfois des patients me disent, ce serait plus simple pour moi d'être amputé d'une jambe, par exemple, comme ça on comprendrait pourquoi j'ai du mal de marcher, tandis que quand je suis fatigué et que je commence à avoir un petit peu du mal de bouger, les gens ne comprennent pas. Et donc, il y a une notion un peu de difficulté de vivre à quelque chose qui ne se voit pas spécialement d'emblée. Mais on parle de trouble cognitif, donc on parle de fonctionnement cognitif altéré. Qu'est-ce que ça veut dire? Très schématiquement, ça ne veut pas dire que vous devenez bête, ça ne veut pas dire que vous êtes con, quoi que ce soit. Ça veut dire qu'au niveau de votre cerveau, il y a une mauvaise gestion, un mauvais traitement de l'information. L'information que votre cerveau traite, il y en a plein. Et s'il la traite mal ou s'il en traite une à la place d'une autre, ça va avoir un impact sur nos comportements et sur nos interactions avec les autres. Et c'est là que prend vraiment le corps de la neuropsychologie, c'est cette interaction entre un mauvais traitement de l'information et l'impact que ça va avoir sur nos interactions, sur nos comportements, sur nos actions, sur ce qu'on va pouvoir faire au niveau de notre quotidien. Ce qu'il faut vraiment, ce sur quoi j'aimerais vraiment bien insister, c'est de sortir un petit peu des conventions habituelles. C'est pas binaire. On n'a pas ou on a des troubles cognitifs, ça ne veut rien dire. C'est quelque chose qui est plutôt c'est évolutif, c'est quelque chose qui peut être un petit peu, pas tout le temps, c'est pas toujours constant, c'est pas toujours lié à la sclérose en plaques. On peut très bien avoir des troubles soi-disant neuropsychologiques sans avoir aucune pathologie neurologique sachant. Ça peut ne pas être handicapant, on peut être simplement quelqu'un d'un peu distrait et avoir des soucis. Il y a plein d'autres choses comme ça. Et donc, au niveau médical, très souvent, il y a un discours, est-ce qu'il y a des troubles, est-ce qu'il n'y a pas de troubles? Nous, on n'aime pas trop rentrer dans ce cadre-là. Le 0-1, pour nous, c'est quelque chose qui ne représente pas du tout la réalité des gens. Et donc ça, il faut bien y faire attention parce qu'on a souvent parfois tendance à se faire emporter par cet aspect de simplification. C'est beaucoup plus compliqué que ça, mais cette complexité, elle permet justement d'avoir une action et des modulations possibles. C'est ça qui est important. Alors, la neuropsychologie, c'est quoi? Et là, je reprends très souvent une définition assez classique de la neuropsychologie. C'est défini par son objet. Et l'objet de la neuropsychologie, c'est l'étude des relations entre le cerveau et les comportements. Et donc, la neuropsychologie a pour mission d'évaluer les tests et d'améliorer la rééducation, les anomalies du fonctionnement cognitif consécutives à une souffrance cérébrale. Sachant que l'objectif à long terme, c'est d'obtenir un meilleur bien-être pour le patient et son entourage. Donc ça, c'est fondamental comme
comme définition parce que ça allie le côté technique, l'évaluation, la rééducation, avec l'objectif qui n'est pas que technique, qui est avoir un meilleur bien-être pour le patient, une meilleure qualité de vie. Et donc ça, c'est vraiment un truc extrêmement important et que malheureusement, dans nos pratiques quotidiennes, on a de temps en temps pas le choix d'oublier, dans le sens où on n'a parfois pas toujours le temps nécessaire, on ne nous laisse pas le temps et autres, mais notre objectif, on doit vraiment l'avoir gardé en tête, c'est améliorer la qualité de vie de nos patients, par des moyens techniques éventuellement si c'est possible, mais également par d'autres moyens. Alors, je vais commencer par parler de l'évaluation et de la rééducation. Pourquoi est-ce que je m'attarde là-dessus? Parce que c'est important, je pense, de comprendre sur quoi on se base pour quand vous allez éventuellement faire un bilan neuropsychologique, vous sachiez pourquoi vous le faites, comment il est construit et à quoi il va servir. Alors, toutes les évaluations et les rééducations qu'on fait en neuropsychologie, en fait, elles ne sortent pas de nulle part, elles se basent sur des modèles théoriques du fonctionnement cognitif. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de recherches qui se passent depuis un certain nombre d'années qui cherchent à découvrir comment fonctionne le cerveau humain, comment est-ce qu'un cerveau mémorise des informations, comment est-ce qu'un cerveau est capable de faire quelque chose et puis de changer de règle quand le contexte met qu'il faut changer, etc. Et donc, il y a plein de modèles théoriques qui expliquent le fonctionnement cognitif normal. Donc, je vous ai mis ici juste par illustration des modèles qui expliquent un petit peu comment fonctionne la mémorisation, comment fonctionne le traitement de l'information quand il y a plusieurs éléments qui arrivent en même temps. Et donc, sur base de ces différents modèles qui existent pour les fonctions d'attention, qui existent pour les fonctions de mémoire, etc., les neuropsychologues depuis un certain nombre d'années ont développé des épreuves, des tests qui essayent d'évaluer spécifiquement soit une fonction globale, soit un composant d'une de ces fonctions, pour essayer de comprendre où est le problème. L'important, c'est pas juste de constater, tiens, il y a un problème, c'est d'essayer de comprendre d'où vient le problème. Quel est l'endroit où se passe le problème dans le fonctionnement cognitif. Alors, un bilan neuropsy, ce n'est pas un test de quotient intellectuel. On est vraiment dans une notion on mesure le traitement de l'information. On ne mesure pas vos connaissances acquises, on ne mesure pas les connaissances scolaires que vous avez pu avoir, on mesure la manière dont votre cerveau arrive à traiter l'information quand elle vous arrive. D'accord? Très schématiquement, en tout cas chez nous, le bilan neuropsy se passe d'abord par un premier contact avec le patient qu'on appelle l'anamnèse, où le neuropsychologue va écouter le patient, les plaintes que le patient va exprimer. J'ai des problèmes de mémoire, j'oublie régulièrement certaines choses et autres. Il va prendre des informations par rapport au dossier médical. On va regarder un petit peu depuis combien de temps le diagnostic a été posé. On va regarder un petit peu si les dernières IRM étaient stables ou s'ils étaient un petit peu en aggravation. On va regarder un peu par rapport au traitement. Donc, c'est toute une période de prise de contact qui est extrêmement importante parce que quelque part, cette prise de contact, elle va permettre d'établir un climat de collaboration avec le patient. Le neuropsychologue, il ne sait rien faire s'il n'a pas la collaboration du patient. Le neuropsychologue, en fait, moi, je dis souvent, je suis un outil au service du patient. C'est le patient qui va se servir de moi pour obtenir une information particulière par rapport à un certain aspect de son fonctionnement, mais ce n'est pas moi qui vais l'obliger à faire des choses. Donc, on doit vraiment établir une collaboration avec le patient pour essayer de se rapprocher au maximum de notre évaluation de ce qui se passe réellement au quotidien. Après cette période d'anamnèse, qui peut être relativement courte, ça peut être un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, qui peut, si besoin, s'étaler sur plus de temps, si au moment où ça se fait, le patient a des choses difficiles à vivre, exprimer, voilà, ça c'est quelque chose qui est assez variable. On passe alors à l'examen cognitif proprement dit. Je vous ai mis une liste de choses, on n'évalue pas chaque fois tout, mais donc on choisit en fonction de la pathologie, en fonction de l'âge de la personne, en fonction des éléments qu'on a recueillis au niveau des plaintes, un certain nombre de fonctions cognitives qu'on souhaite tester. On les teste, on fait un bilan de base. Si on a l'impression qu'il y a des choses qu'on n'a pas eu le temps d'évaluer, on propose parfois des tests complémentaires. Et en fonction de ça, on essaie de dire, OK, ben voilà, vous vous plaignez de troubles de mémoire. Effectivement, dans mon test de mémoire ou dans mon test d'attention, je vois qu'il y a des difficultés. Donc, je vous proposerai une prise en charge, une rééducation pour essayer d'améliorer ce qu'on peut améliorer. Parfois, le patient arrive avec des plaintes, on fait des tests, et les tests ne confirment pas les plaintes du patient. Et ça, on y reviendra un peu plus tard, parce que ce n'est pas parce que le patient en rajoute une couche, c'est pas seulement parce que le patient invente, ça peut être aussi parce que nos outils ne nous permettent pas d'évaluer assez finement les choses qui sont plus légères. Ça peut aussi être parce que le patient
focalise beaucoup sur ses difficultés et n'arrive pas à relativiser. Donc, il y a plein d'éléments qui peuvent jouer, ça j'y reviendrai un petit peu plus tard. Ce moment du bilan, il est souvent très stressant pour la personne à qui on administre des tests. Et donc, c'est pour ça que je réitère l'importance vraiment d'avoir une bonne collaboration avec le neuropsychologue pour être à l'aise, parce qu'effectivement, c'est un examen. Donc, on a très souvent des retours de personnes qui disent « Ah, mais c'est stressant, la première fois que je vous ai vu, je me souviens, on m'a fait rappeler une liste de mots, c'était compliqué, j'étais tout stressé. » C'est tout à fait logique. Sachez de nouveau que le neuropsychologue, il n'est pas là pour vous évaluer, pour le plaisir de vous évaluer. Il est là comme outil pour amener une information en plus dans votre suivi global au niveau de la maladie et de votre vie quotidienne. On a fait le bilan, le mauvais moment est passé. Le neuropsychologue, dans le meilleur des cas, et j'espère que ça se passe le plus souvent possible, prend le temps de vous expliquer vos résultats. Pour moi, c'est extrêmement important de rendre un feedback à la personne quand elle a passé ses tests, plutôt que de dire, retrouvez sur votre neurologue dans 1 mois et demi, il aura mon rapport et il vous dira un peu ce qui s'est passé. Donc là, c'est vraiment important au niveau neuropsychologique de prendre le temps d'expliquer les résultats à la personne qu'on vient de tester pour justement essayer de pouvoir aborder qu'est-ce qu'on va faire après avec ces tests-là. Qu'est-ce qu'on va faire après? Dans certains cas, on va proposer une rééducation. Alors, l'éducation, elle peut avoir plusieurs types de composantes, que j'ai repris ici très, très schématiquement, il y en a plein d'autres, mais soit on va partir dans ce qu'on appelle la restauration de fonction. Typiquement, on a un patient qui vient de faire une poussée, qui a développé quelques difficultés d'attention ou de mémoire. Il vient chez nous en bilan 1 ou 2 mois après sa poussée, on voit qu'il y a des problèmes. On va proposer une prise en charge spécifique pour essayer de réentraîner ses capacités d'attention, par exemple, pour essayer de les faire retrouver le niveau antérieur. On va aussi passer par des phénomènes de compensation. Il y a des troubles cognitifs qui ne répondent pas bien à cet aspect de restauration de fonction, et on va mettre en place plein de mécanismes de compensation, comment faire un petit peu autrement, avec tout ce qui fonctionne bien, pour essayer de compenser ce qui fonctionne un petit peu moins bien. On va pouvoir mettre en place des aides externes, les agendas, les rappels, les GSM et autres. Dans certains cas, on va adapter l'environnement. On va par exemple faire en sorte que quand la personne travaille, elle coupe son GSM pour ne pas être dérangée de manière tout le temps par des petits SMS qui ne sont pas importants au moment où ils arrivent, mais qui vont la distraire pendant son bilan. Donc, on va essayer d'avoir une action, de nouveau, qui va partir de l'aspect très technique. On a nos tests, on a nos résultats, on travaille ceci. Et on va élargir ça au fait que ça doit être utile dans votre vie quotidienne. Si c'est fait de manière purement technique, ça ne va avoir aucun effet. L'importance de tout ce qu'on va mettre en place en termes de rééducation, c'est le transfert dans la vie quotidienne. Ça ne sert à rien que vous vous amélioriez dans nos exercices si au final, dans votre vie quotidienne, ça ne change rien. Le neuropsychologue a un travail à faire avec vous en collaboration pour essayer de faire transférer vos acquis et vos évolutions positives en rééducation dans la vie quotidienne. Pardon. Maintenant, ça, c'est l'aspect technique. Il ne faut jamais oublier la qualité de vie. La qualité de vie, c'est le fil conducteur qu'on doit essayer de vraiment conserver au niveau neuropsychologique pour essayer de nouveau que ça vous serve. La neuropsychologie, que ce soit en termes de bilan, de rééducation, de suivi, c'est un outil qui est à votre disposition pour essayer de faire en sorte que l'adaptation à la vie quotidienne soit de meilleure qualité possible pour vous sur base des compétences qu'on peut avoir. Alors, spécifiquement maintenant, la neuropsychologie et la sclérose en plaques. Il y a une vision très médicale à ce niveau-là, et je vais commencer par celle-là, même si je la pondérerai par après. C'est une vision que d'emblée, dès Charcot en 1868, il y avait une description effectivement de l'apparition de troubles de mémoire, de vitesse un petit peu chez les patients qu'il avait pu rencontrer. Et donc, toute la vision médicale est partie un peu là-dessus. Il y a eu plein d'années où ça n'a pas beaucoup été étudié parce que d'autres difficultés sont passées avant, et c'est venu un petit peu plus à l'avant-plan depuis les années 80-90. Et la médecine fonctionne beaucoup par chiffres, par prévalence, etc. Et donc, il y a plein d'études, donc j'en cite quelques-unes ici qui sont déjà un petit peu anciennes, mais qui sont toujours là, où ils essayent de déterminer combien de pourcentage de patients avec un diagnostic de tel type présentent des troubles cognitifs. Alors, on vous donne des chiffres, c'est 40%, c'est 10%, c'est 90%. Ce qu'il faut savoir, et dans ces études-là, c'est qu'on peut avoir des troubles à différents stades de la maladie, mais c'est très peu informatif. Pourquoi? Parce que la sévérité des troubles est très variable. On peut avoir un petit souci de distraction d'attention, et il y a des fois, je perds le fil de mon discours sans que ça n'aille plus loin.
ça pourrait être considéré comme étant un trouble cognitif. Les répercussions sont très variables. On a des patients qui ont un fonctionnement avec des petites choses qui ne sont pas super top, mais qui n'ont absolument aucune répercussion significative au niveau de leur vie quotidienne et pour qui ça ne pose pas du tout de handicap. On a beaucoup de facteurs confondants. Je reviendrai tout à l'heure. Il y a plein d'autres éléments qui peuvent expliquer et rendre compte de la présence de certaines difficultés d'attention, de mémoire ou autres, qui n'ont rien à voir de manière directe avec la sclérose en plaques en tant que telle, mais on a parfois tendance à faire l'amalgame et à tout mettre ensemble. Il y a une grande variabilité interindividuelle. On peut avoir le même diagnostic depuis la même période avec une IRM qui soit plus ou moins la même et avoir des choses qui sont très, très différentes. Et cette variabilité, elle est entre individus, mais elle est aussi pour une même personne à différents moments de la journée ou de la semaine ou de l'année. Donc, c'est quelque chose qui est très, très fluctuant. Et vous voyez ici, j'essaie vraiment de m'éloigner de cette vision binaire, présence de troubles, absence de troubles, parce qu'au quotidien, ce n'est pas ça qui va nous aider. C'est pas ça qui va nous permettre de travailler, c'est pas ça qui va nous permettre de mettre en place des choses pour essayer d'améliorer la qualité de vie. Et puis, ça c'est plus par rapport à l'aspect scientifique, les critères que les différentes études choisissent pour dire qu'il y a un trouble cognitif sont très variables. Classiquement, imaginons qu'on fasse 5 tests ou 6 tests, eh bien, on peut dire que quand une personne rate 2 tests sur 6, on va dire qu'elle a un trouble cognitif, tandis que si une personne ne rate qu'un seul test sur 6, on va dire qu'elle n'a pas de trouble cognitif. Voilà, c'est la manière de fonctionner au niveau des études de ce type-là. Ça a une certaine importance parce que ça met en évidence cette symptomatologie-là qui a été souvent un peu délaissée dans le suivi des patients, qui l'est encore un peu maintenant malheureusement, mais de moins en moins. Mais par contre, ça a des limites parce qu'effectivement, ça ne rend pas compte de la variabilité, ça ne rend pas compte de la réalité quelque part de la personne qui peut vivre ces éléments-là. Par exemple, si j'ai une patiente que je suis pour l'instant en rééducation qui se plaint d'avoir des troubles cognitifs, ça fait 3 ans qu'elle tanne son neurologue pour qu'il prenne ça en compte, il l'a enfin envoyé en bilan neuropsy. J'ai fait tout un bilan avec elle. Ben, sur les 20 tests que j'ai fait avec elle, il y a un test où elle est en difficulté. Mais ce test-là lui pose un gros problème parce qu'elle travaille, elle a un boulot avec plein de choses en même temps, et donc elle a un gros handicap ressenti. Mais si on la met dans une étude, elle sera considérée comme n'ayant pas de troubles cognitifs, alors qu'en termes de handicap ressenti, elle est en difficulté à cause de cet élément-là. C'est pour ça que je vous dis c'est une vision médicale qu'il faut avoir en tête, qui a son importance, mais qu'il faut savoir laisser à sa place par rapport au reste. Alors en plus, il faut bien vous dire qu'il y a bilan cognitif et bilan cognitif. Quand votre neurologue vous envoie éventuellement faire un bilan cognitif, vous pouvez faire un bilan qui va durer 5 minutes. C'est le SDMT, vous verrez tout à l'heure, je pense que beaucoup d'entre vous l'ont déjà passé, mais ça peut être un bilan qui va durer une demi-heure, 1 heure, 3 heures, et vous vous imaginez bien que là, les informations qu'on va retirer de ces différents bilans ne vont pas être les mêmes. Le test de 5 minutes, c'est dire c'est pareil que l'année passée, c'est mieux, c'est moins bien, ou il y a un trouble, il n'y a pas de trouble. C'est la vision extrêmement binaire. Au plus on va aller dans le nombre de temps qu'on va passer pour un bilan, au plus on va se rapprocher d'une compréhension des difficultés éventuelles, ou qu'il n'y en a pas, et on va pouvoir se rapprocher un peu de la réalité que vit le patient. Vous avez compris, moi je plaide pour les bilans plus longs, en sachant que pour certains patients, il n'y a pas besoin de faire 3 heures de bilan et qu'en 2 heures, ma patiente, on a fait le bilan en 2 fois 1 heure, tout était bon sauf une chose, on avait déjà notre réponse. Mais on a cette possibilité de se rapprocher de la réalité vécue par le patient en multipliant les mesures et en essayant de mieux comprendre ce qui se passe. Alors, je ne vais pas rentrer trop dans l'aspect étiologie des troubles cognitifs parce que ce n'est pas l'objet, ce n'est pas ma fonction principale, mais bon, au niveau médical strict, ben, on sait bien qu'il y a eu tout un temps ce qu'on appelait le paradoxe radiologico-clinique en sclérose en plaques. Ça voulait dire quoi? Ça voulait dire qu'on pouvait faire quelques tests neuropsy avec des patients, faire une IRM et voir s'il y avait une relation entre les lésions de l'IRM et les tests, et il n'y avait pas souvent des relations correctes. Alors, il y avait plusieurs problèmes à ce niveau-là. Les tests n'étaient pas les bons, ils n'étaient pas suffisants, les capacités d'IRM n'étaient pas assez précises. Donc, voilà, tout ça avance, progresse. Donc, on a effectivement un impact effectivement des lésions cérébrales, pas toutes, pas n'importe comment autre, par rapport à la personne de trouble cognitif en sclérose en plaques. Mais on a surtout, et là c'est un schéma que j'ai refait, donc il est un peu approximatif, mais on a surtout plein d'autres éléments qui jouent en même temps. Et donc, on voit qu'on a plusieurs processus qui se passent plus ou moins simultanément et qui ont un impact plus ou moins important sur l'aspect cognitif. Et il y a un ensemble d'éléments
de type lésionnel, de type manière dont le cerveau est organisé au niveau fonctionnel, quelles sont les zones qui corrèlent avec d'autres zones, les zones cérébrales qui sont un petit peu en train de diminuer éventuellement. Et donc, on a plein d'éléments qui se passent juste avant la ligne rouge et qui donnent en fait un processus qui est plus diffus, où on ne va pas encore percevoir cliniquement spécialement un trouble cognitif, mais qui vont peut-être déjà être en train de s'installer. Et puis, à un moment donné, il va y avoir un seuil où les troubles cognitifs vont devenir, en termes binaires, visibles. Et là, on va avoir d'autres éléments qui vont ça. Et donc, on a plusieurs processus qui sont en cours en même temps, qui n'ont pas une action sur le même niveau et qui, ensemble, permettent de rendre compte de l'apparition éventuelle de ces troubles cognitifs chez les patients. Le grand défi pour la neurologie, c'est d'avoir une mesure de ces éléments et d'avoir quelque part une relation entre ces éléments et les troubles cognitifs et voir à quel moment le système n'est plus en équilibre et commence à déraper pour anticiper cet aspect-là. Mais alors, pour l'instant, je parle beaucoup de troubles cognitifs de manière assez générale, mais quel type de troubles on va rencontrer si on est atteint de sclérose en plaques, éventuellement. Je vous rappelle que tous les patients ne présentent pas des troubles cognitifs, mais que certains d'entre vous en ont peut-être déjà ou vont peut-être en avoir, je ne vous le souhaite pas. Mais donc, il y a une caractérisation qui a été faite quelque part au niveau des études médicales de quel type de trouble on va trouver. Alors, je vais d'abord présenter la vision classique, ce qui était d'actualité et qui l'est toujours un petit peu dans ce qu'on dit par rapport aux troubles cognitifs. Et j'ai déjà présenté aussi quelques petites pistes de comment est-ce qu'on peut essayer de les gérer au quotidien en tant que patient pour essayer un petit peu de les contrer. Après, je partirai sur une vision un peu plus récente, un peu plus actualisée et qui correspond un peu plus à ce que moi je fais pour l'instant au niveau travail. Alors, très schématiquement et avec un gros résumé, il y a 3 gros types de troubles qui sont décrits chez les patients qui sont atteints de sclérose en plaques. De nouveau, pas tous les patients. C'est en premier lieu, un ralentissement de la vitesse de traitement de l'information. Je vais y revenir plus tard. Des difficultés de mémoire à long terme ou dans le travail, et des difficultés au niveau des fonctions exécutives qu'on appelait en son temps frontal. Et je vais vous décrire un petit peu ces éléments-là par après et vous les expliciter un peu plus. Mais je pense que d'abord, il faut aussi s'arrêter sur c'est quoi ma définition d'un trouble cognitif. Comment est-ce qu'un neuropsychologue, avec un test, va déterminer que votre test est significativement altéré et qu'il y a donc une performance qui sous-entend qu'il y a un trouble cognitif sous-jacent? Eh bien, en fait, tous les tests qu'on est amené à faire passer à nos patients ont ce qu'on appelle des normes, c'est-à-dire qu'ils ont été administrés à des personnes tout venant, de différents âges, de différents niveaux d'études, sans pathologie neurologique. Et on a donc les performances d'un certain nombre de patients, et on va classer ces performances, si possible, sur ce qu'on appelle une courbe de normalité, donc la courbe de Gauss. Et donc, en fait, statistiquement, dans la majorité des tests, même si ce n'est pas le cas pour tous, on a les performances des sujets tout venant sans pathologie se distribuent sur une forme linéaire de courbe de Gauss comme ceci. Et en fait, on va juste déterminer un seuil en dessous duquel il y a moins de 5% de la population qui a fait une performance aussi mauvaise au test. Et si votre performance se situe en dessous de ce seuil-là, on va la considérer comme étant une performance pathologique, donc une performance qui nous amène à dire, tiens, peut-être qu'il y a un trouble cognitif sous-jacent qui peut expliquer pourquoi la performance de mon patient est inférieure à la moyenne des gens sans pathologie qui l'ont fait. Ça, c'est le schéma de base de la manière de réagir. Alors, c'est pas parce que vous allez rater un test qu'il y a un trouble cognitif, bien évidemment. C'est pas parce que vous allez en rater 3 qu'il y a un trouble cognitif. On peut rater un test pour plein de raisons différentes, parce qu'on a été stressé, parce qu'on avait mal dormi la veille et autres. Et donc, on a besoin de cette collaboration entre le patient et le neuropsychologue pour déterminer si, finalement, là où les performances inférieures au seuil qu'on a fixé comme étant un seuil significatif, eh bien, si ça représente ou pas un trouble cognitif. J'ai déjà eu des patients qui rataient presque tous mes tests et où je concluais, il n'y a pas de trouble cognitif à mon avis parce qu'il y a un effet de stress, il y a un effet de dépression, le patient était très fatigué, il y a eu du bruit dans le bureau à côté, ça l'a distrait, et plein d'éléments de ce type-là. À l'inverse, ma patiente dont je vous ai parlé tout à l'heure, elle a un test qui est en dessous, et là, j'ai conclu à ce qu'effectivement, quelque chose de très spécifique à ce niveau-là chez elle. Donc, il y a la performance que vous faites au test, mais il y a aussi les conditions dans lesquelles vous la faites et l'état dans lequel vous étiez quand vous l'avez fait. Et donc ça, il faut toujours bien distinguer la différence entre la performance
et le trouble cognitif sous-jacent qu'on va postuler ou non avec l'analyse clinique du neuropsychologue. Alors, j'en reviens à la description un petit peu de mes différents troubles cognitifs chez les patients qui ont la sclérose en plaques, le ralentissement du traitement de l'information, les difficultés de mémoire et les difficultés au niveau des fonctions exécutives. Alors, le ralentissement du traitement de l'information, c'est un petit peu ce que j'espère que beaucoup d'entre vous ne vivent pas maintenant, mais je fais ce que je peux pour me contrôler, c'est avoir du mal de comprendre, par exemple, un interlocuteur ou un orateur qui va parler un peu trop vite. Donc ici, je suis en train de me contrôler très fort, je fais un gros effort sur moi-même, parce qu'en général, je parle encore plus vite que ça. Et donc, si vous êtes un petit peu, si vous avez un petit peu du mal dans le traitement de l'information, vous êtes un petit peu ralenti, eh bien, moi, je vais vous dire 3 phrases en suivant dans mon discours. Eh bien, vous allez traiter la première, mais j'aurai déjà commencé ma deuxième quand vous aurez commencé à finir de traiter la première. Et quand je vais arriver à la fin de ma troisième phrase, vous aurez réussi à traiter mes 2 premières phrases, mais la troisième phrase, votre cerveau n'a même pas eu le temps de la traiter. Alors ça, c'est quelque chose d'embêtant parce que du coup, on peut perdre des informations. On peut, par exemple, quand on vous donne une consigne, faire quelque chose de travers parce que on n'a pas tout entendu, parce qu'on a été un petit peu plus lent pour comprendre et traiter l'information. Et du coup, on va faire quelque chose qui est l'inverse de ce qu'on nous a demandé. On va, par exemple, avoir, si on travaille, on va avoir des problèmes pour être un peu plus lent pour comprendre des documents qui vont expliquer des procédures. On va devoir prendre plus de temps pour lire et comprendre, alors que notre collègue à côté est déjà en train d'appliquer quelque chose, on n'a même pas encore fini de lire la procédure. Alors ça, c'est embêtant, et c'est considéré, ça a été considéré dans beaucoup d'études, et encore maintenant, comme étant le déficit principal des patients atteints de sclérose en plaques, en ce sens où c'est quelque chose qui arrive fréquemment et qui a des conséquences un peu sur tout le reste. Alors, comment est-ce que le neuropsychologue va évaluer ça? Eh bien, il y en a différentes épreuves d'attention. Je vais vous en présenter 2 rapidement pour que vous voyez un petit peu à quoi vous pouvez éventuellement être soumis. Le test de gauche que vous voyez, ça c'est un test que certains d'entre vous ont sûrement déjà dû faire avec leur neurologue ou leur infirmière spécialisée en sclérose en plaques. C'est ce qu'on appelle le SDMT. C'est un test où vous avez 9 symboles, 9 dessins. À chaque symbole est associé un chiffre. Et on vous demande, soit de manière orale, soit de manière écrite, dans la grille qui suit, de recopier le chiffre qui est associé à chacun des symboles en travaillant symbole par symbole. Alors ce test-là est un test qui est, au niveau des études médicales scientifiques, le test qui sort le mieux, c'est-à-dire que c'est un test qui corrèle le mieux à différents paramètres d'IRM. C'est un test qui corrèle assez bien à l'évolution clinique du patient. Et donc, c'est un test qui est devenu depuis quelques années le seul test cognitif que les neurologues font annuellement avec leurs patients, avec leurs infirmières, pour avoir quelque part une évaluation longitudinale de leurs patients et voir si, d'une année à l'autre, le score est stable, un peu plus efficace ou un peu moins efficace. Ce test dure 90 secondes, donc il est très léger, très light, et il apporte un certain type d'information. À mon niveau, il informe essentiellement sur une évolution sur le long terme. Les différents patients que moi je peux suivre en rééducation, classiquement, ont tous des performances tout à fait normales à cette épreuve-là. Donc c'est une épreuve qui n'est pas une épreuve de dépistage, ce n'est pas pour trouver des troubles, c'est plutôt une épreuve de suivi. Alors, pour tester l'attention, très souvent en neuropsy, on a recours à l'informatique et à des tests informatisés qui ont un gros avantage pour nous, c'est qu'ils mesurent les temps de réaction de la personne. C'est-à-dire qu'on va mesurer beaucoup plus finement la vitesse de traitement de l'information, puisqu'on va mesurer vos temps en millisecondes. L'exemple que je vous montre ici, on va commencer par celui du bas. Vous avez un écran avec un petit point central. Et à un moment donné, une croix va apparaître sur le point. Et dès que la croix apparaît, vous allez devoir appuyer sur une grosse touche de réponse le plus rapidement possible et on va mesurer votre temps. On va mesurer donc le temps qu'il a fallu à votre cerveau pour percevoir l'apparition de la croix et pour fournir la réponse motrice de j'ai perçu la croix, j'appuie. Et donc là, on va déjà voir si la personne qui vient chez nous a un temps de réaction qui reste dans les normes ou si on a un temps de réaction qui est un petit peu ralenti. Alors, il y a une deuxième partie dans cette épreuve-là où on sait très bien que notre attention, elle a un certain niveau. Et puis, quand il y a un avertisseur, quand on dit attention, fais attention, ouf, notre attention peut être mobilisée de manière plus importante. Dans ce cadre-là, nous, on l'a modélisé avec un son. On a toujours l'écran, on a toujours un point central, mais cette fois-ci, avant que la croix n'apparaisse, il y a un son qui retentit
pour vous dire, attention, la croix va arriver. Ce son est censé accélérer vos temps de réaction et vous permettre de réagir encore plus rapidement. Le fait d'avoir ces deux conditions nous permet de faire des hypothèses sur le fait qu'une personne peut être ralentie de base, mais quand on l'aide, quand on l'indice, hop, elle peut s'accélérer. Et donc, on peut avoir une meilleure compréhension de ces éléments-là. Ça, c'est deux épreuves classiques, standards, relativement simples, mais qui ont un intérêt particulier pour nos patients. Alors, en tant que neuropsychologue, on aime bien creuser, gratter, on est parfois un peu vicieux. Et donc, on a d'autres tests plus compliqués, évidemment. Il faut bien vous dire que dans les fonctions cognitives, on a différentes fonctions, et au sein de fonctions, on a une sorte de hiérarchie aussi quelque part, avec des fonctions cognitives qui peuvent être considérées comme étant plus simples, plus basiques que d'autres, et d'autres avec un niveau de complexité plus important. La suivante, par exemple, c'est une tâche d'attention divisée. En fait, vous vous retrouvez face à l'écran noir que vous avez au-dessus, et vous avez des croix qui apparaissent sur différents points. Et de temps en temps, quand vous voyez à droite, il y a 4 croix qui forment un carré. Quand vous percevez que le 4 croix forme un carré, vous devez appuyer sur ma touche. Mais là où ça se corse, c'est qu'en même temps que vous voyez les croix qui apparaissent sur l'écran, moi je vous fais entendre des sons aigus et graves en alternance. Et de temps en temps, il y a une rupture d'alternance, c'est-à-dire qu'il y a 2 sons aigus qui se suivent ou 2 sons graves qui se suivent. Et on demande à la personne que quand elle perçoit qu'il y a 2 sons qui se suivent, elle doit aussi appuyer sur la même touche. Et donc, la personne qui est face à cette épreuve-là doit diviser son attention entre 2 sources d'informations différentes, la source visuelle et la source auditive. Vous vous rendez bien compte que c'est un niveau de complexité qui est plus important. Et donc, on peut avoir des gens qui réussissent très bien la première tâche de temps de réaction simple, mais qui sont en difficulté sur cette tâche-ci. Les difficultés, ça peut être juste un ralentissement, c'est un peu plus lent pour répondre, mais ça peut aussi être carrément louper des réponses et ne pas réussir à répondre à tous les éléments. Ces différentes épreuves-là, il y en a encore plein d'autres, nous permettent d'avoir une vision sur la présence ou non d'un ralentissement du traitement de l'information chez nos patients. Alors, je l'ai déjà un petit peu dit tout à l'heure, je n'ai pas résisté, mais c'est aussi ce qu'on appelle un facteur général. Ça veut dire quoi? Mais je l'ai déjà un peu dit tout à l'heure, si vous êtes un petit peu ralenti dans le traitement de l'information, eh bien, évidemment, il y a des choses que vous allez oublier, parce que c'est des choses que vous n'allez même pas réussir à traiter parce que ça a été trop vite. Donc, techniquement, ce n'est même pas un oubli. L'information n'a pas eu le temps de rentrer dans le système de mémoire parce que, en termes de traitement de l'information, c'était un peu trop rapide pour vous. Et donc, c'est extrêmement important ce déficit-là parce que ça a des répercussions sur tout le reste du traitement de l'information. C'est quelque part, on mesure comment votre cerveau arrive à faire la première étape du traitement de l'information quand elle lui arrive. Et il y a beaucoup d'études qui ont montré que si on fait différents tests avec des patients, si on contrôle ce ralentissement, si on arrive à faire que le patient ait l'information au rythme qui est le sien, eh bien, il n'a pas de problème de mémoire par rapport à des sujets sans pathologie, par exemple. Donc, c'est un élément qui est extrêmement important parce que ça se répercute un petit peu dans tout. Alors, vous vous dites, mais du coup, qu'est-ce que je peux faire par rapport à ça? Je ne parle pas de ce qu'on peut faire en rééducation, je parle de ce que vous pouvez déjà faire vous-même au quotidien. Eh bien, je me rappelle très bien, quand j'avais fait une conférence il y a déjà quelques années à la Ligue, j'avais commencé d'emblée en disant écoutez, je sais que je parle parfois un peu trop vite, donc n'hésitez pas à lever la main quand je parle trop vite. Et il y a déjà 10 mains qui se sont levées à ma première phrase. Eh bien, effectivement, une des choses à faire dans ce cas-là, c'est de ne pas se laisser emporter par le rythme d'élocution de l'autre. Si on se rend compte que ça va trop vite, attends, tu vas trop vite là, recommence un petit peu, je n'ai pas suivi. Et tout de suite, naturellement, l'interlocuteur, il va diminuer son rythme d'élocution et il va vous permettre quelque part de reprendre un peu le contrôle. Moi, je prends souvent l'exemple du tuyau d'arrosage et du seau. Quand quelqu'un parle trop vite pour vous, c'est comme si vous aspergez d'eau avec un tuyau d'arrosage et que vous avez tellement soif que vous voulez boire. Eh ben, vous n'arrivez pas. Par contre, si vous lui demandez de ralentir, c'est comme si vous l'obligiez à mettre son tuyau d'arrosage dans un seau et que vous puissiez aller après vous-même plonger dans le seau. Et donc, vous avez besoin dans ce cas-là, de stopper l'interaction avec l'autre pour qu'il se ralentisse. Et si ça ne marche pas bien, de créer des pauses. Attends, tu viens de dire quoi là? Hop, ça coupe le rythme du discours de la personne. Ça vous permet de raccrocher et de ne pas perdre des informations qui vont venir après. Ce qui est vraiment important, dans différentes circonstances et quand c'est possible, c'est pas toujours possible au niveau de l'interaction, mais quand c'est possible, je pense qu'il faut le faire, c'est de ne pas essayer de rattraper le coup en essayant, mais ça va aller, je vais y arriver, parce que là, du coup, vous allez prendre du temps à essayer de reconstruire ce qui a été dit, mais pendant ce temps-là, l'interlocuteur, il continue à parler.
Et donc, il va continuer à avancer, et ça, vous ne pourrez même plus le reconstruire. Donc, je pense que là, il y a une notion un petit peu de stop, je ne me laisse pas embarquer dans un truc que je ne suis pas. On va prendre l'exemple, quand vous allez dans un pays étranger ou en Flandre et que vous ne parlez pas tout à fait bien le néerlandais ou l'autre langue, mais suffisamment pour vous exprimer, et que l'autre parle trop vite dans sa propre langue, vous dites tout de suite, stop, 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 je ne comprends pas, parler plus lentement. Eh bien, quelque part, c'est la même chose qu'on peut appliquer ici. Si on se rend compte que l'interlocuteur parle trop vite, on peut l'interrompre pour faire en sorte que son rythme de locution soit adapté à notre capacité à gérer l'information. On peut aussi, après que dans l'échange de tours de parole, répéter un petit peu les informations qui viennent d'être dites pour être sûr quelque part qu'on n'ait rien loupé et qu'on peut compléter. Donc, tu viens de dire que je devais faire quoi? Ah oui, je devais faire ça et ça. Ça permet de compléter l'information et de ne pas partir en disant, mais il m'a dit plein de trucs, mais je n'ai pas retenu tout. Et dans la même optique, on peut essayer dans le discours de faire des répétitions succinctes de ce qui vient d'être dit pour reprendre un petit peu la main, calmer le discours de l'autre et arriver à avoir une interaction qui soit positive pour les deux et qu'on ne se sente pas acculé par le rythme d'élocution de l'autre. Alors, si je passe maintenant aux difficultés de mémoire, je vous ai dit dans la première dia, on va distinguer la mémoire à long terme et la mémoire de travail. La mémoire à long terme, pour nous, c'est quoi? C'est se souvenir si hier, vous avez vu Martin, Jean ou Marie, et ce dont vous avez discuté, par exemple. Donc ça, c'est déjà pour nous de la mémoire à long terme. Donc ce n'est pas de la mémoire spécialement de votre enfance, ça peut être la mémoire de ce qu'on a fait hier ou le matin. Qu'est-ce qui peut arriver dans ce cadre-là? Dans les problèmes de mémoire, on n'encode pas comme il faut l'information. Et donc, comme on ne l'encode pas comme il faut, elle est perdue par le système de mémoire. Et du coup, quand on nous demande, non, tu ne m'as rien dit. Donc, on peut oublier le contenu de conversation. On peut oublier qu'on a décidé de faire ça parce qu'on a eu une discussion avec son épouse ou son mari, et puis du coup, 2 jours après, bon, qu'est-ce qu'on fait pour ça? On en a discuté il y a 2 jours, tu ne te souviens pas? Des choses comme ça qui peuvent arriver. Si on travaille, on peut par exemple être amené à relire quelque chose et ben, je l'ai déjà lu, et en fait, on vient déjà de lire 2 pages, mais on ne s'en est pas rendu compte avant. Ça arrive régulièrement quand on regarde un film, mais après 10 minutes, une demi-heure, 1 heure, mais en fait, j'ai déjà vu ce film, on ne s'en était pas rappelé du tout avant. Plein d'éléments de ce type-là qui peuvent survenir et qui peuvent donc avoir des conséquences parce que si on ne se souvient pas d'une décision qu'on a prise en couple par rapport à l'achat d'un truc particulier, l'autre il va se dire quoi, tu ne m'as pas écouté quand je te l'ai dit, tu es distrait, etc., etc. Donc ça peut avoir un impact assez important chez nos patients. En neuropsychologie, qu'est-ce qu'on fait pour tester ça? On a des tests classiques, ce sont des tests de liste de mots. Donc, on vous fait apprendre une liste de mots, une liste de courses. Il y a plusieurs types de tests qu'on peut vous mettre. Je ne vous les ai pas mis ici parce que si vous devez les passer avec un neuropsychologue, si vous voyez déjà les mots ici, et pas vous entraîner, ça va fausser un peu les résultats. Mais donc, classiquement, on vous fait apprendre un nombre d'informations, un nombre de mots qui est variable selon les tests. Le neuropsychologue va choisir le test qu'il estime être le bon test pour vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va pas, si vous avez beaucoup, beaucoup de plaintes de mémoire avec des difficultés qui sont évocatrices vraiment d'un handicap au quotidien, eh bien, il va choisir un test standard, milieu de gamme, pas trop facile, pas trop compliqué, pour essayer de voir une bonne mesure. Si par contre, vous n'avez quasiment pas de plainte du tout et que tout va bien, il va prendre un test plus compliqué pour être sûr de ne rien rater. Des choses de ce type-là. On peut aussi vous faire rappeler des histoires. Il y a des tests où on vous lit une histoire d'un certain nombre de lignes et puis on vous demande de nous la rappeler après et on compte le nombre d'éléments que vous rappelez. Il y a d'autres procédures qui existent avec des images. De plus en plus, on essaye maintenant d'avoir des tests qui ressemblent un peu plus à la vraie vie. Et pour ça, la réalité virtuelle commence à entrer un petit peu dans les pratiques, mais c'est un peu compliqué pour l'instant au niveau technique et même au niveau du ressenti du patient. On a pas mal d'études en cours là-dedans et on a beaucoup de patients qui sont un peu malades en réalité virtuelle, donc c'est un peu compliqué, mais on essaie de se rapprocher au plus possible de réalité de la vie quotidienne parce que nos listes de mots, nos rappels d'histoire, oui, ça a une certaine validité, mais c'est quand même pas pareil que les oublis dans la vraie vie. Donc c'est une mesure qui doit être prise, qui donne un certain type d'information, mais qui ne colle pas toujours avec ce qui se passe réellement au quotidien. Et donc, le boulot des neuropsy, et on continue à travailler là-dessus, c'est de développer des nouveaux outils pour mieux coller avec les plaintes du patient dans la vraie vie en termes d'oubli. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire quand on a des difficultés de mémoire de ce type-là? Le classique support écrit est quelque chose de très bien. Pourquoi? Parce que ce soit un support écrit, que ce soit un smartphone, que ce soit un agenda ou autre, ça vous permet de poser l'information sur quelque chose qui va être
fixe. Et donc, si vous l'oubliez un petit peu, il y a toujours la moyen d'y revenir et de réactualiser. Alors, quand je dis support écrit, si j'ai 55 post-it sur mon bureau, ça ne marche pas. Donc, les supports écrits doivent être organisés. Il faut que ce soit fonctionnel. Les agendas, les smartphones, de plus en plus d'outils existent pour essayer de se donner une possibilité, un backup quelque part. Comme on fait un disque dur externe, eh bien, ça, c'est quelque chose qui est intéressant, en sachant que ça ne suffit pas de l'écrire. Il y a des patients chez qui le fait simplement de l'écrire suffit, parce qu'ils posent leur attention plus sur le message mémorisé, et du coup, ils n'ont même pas besoin de le regarder après. D'autres patients vont par contre avoir besoin de l'écrire et régulièrement de consulter cet écrit. Si vous écrivez quelque chose et que vous laissez sur votre bureau ou dans votre cuisine et que vous partez votre journée, milieu de journée, vous n'allez pas vous rappeler ce que vous avez écrit. Donc, il y a cette notion d'écriture, mais aussi de consultation de ce qui a été écrit pour, quelque part, c'est mon deuxième point, réévoquer régulièrement l'information. Chaque fois que vous allez relire ce que vous avez écrit ou ce que vous avez dans votre smartphone, dans votre agenda ou ailleurs, chaque fois, c'est une occasion en plus pour votre cerveau d'encoder l'information. Et donc, par exemple, il y a des études qui ont montré que souvent, les tests de mémoire qu'on fait, on laisse 5 essais aux patients pour retenir la liste de mots ou 10. Et donc, du coup, après ça, c'est fini. Eh bien, il y a des études qui ont montré que si on laisse 2 ou 3 essais en plus aux patients, au final, ils arrivent au même niveau que les sujets sans trouble nopier. Et donc, le fait d'avoir un support écrit et de le consulter régulièrement, eh bien, vous vous autorisez, vous permettez à votre cerveau de réencoder l'information une deuxième, troisième, quatrième fois, et à ce moment-là, ça va suffire. Vous n'avez même plus besoin de le regarder 5, 6 fois, 10 fois, parce que là, vous aurez eu 2 encodages en plus, ce qui va faire la différence en termes de maintien à long terme. Alors, ces difficultés de mémoire-là, quand on a une discussion avec quelqu'un, par exemple, ce qui est intéressant, c'est juste à la fin de la discussion de faire un petit résumé. Parce que toutes les informations ont été mémorisées une fois pendant l'interaction, mais si on en fait un résumé juste après, c'est un deuxième réencodage, et en plus, ce deuxième encodage se fait sur un résumé. Et le résumé, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on élimine tout ce qui est parasite, toutes les informations qui... On fait ça, oui, non, on va faire ça. Ah non, écoute, finalement, on va faire ça. Le résumé, il ne va retenir que la troisième option, la dernière, la bonne, alors que votre système de mémoire va être, lui, dans l'interaction, un peu embêté par les autres hypothèses qu'il y a eu et qui vont commencer à être un peu moins claires, un peu plus floues pour vous. Faire un petit résumé à la fin de l'interaction des choses à retenir vous permet d'avoir un élément bien propre, bien net à mémoriser. Alors, il y a d'autres techniques aussi qu'on peut utiliser. C'est des choses qu'on utilise en rééducation, mais qui sont assez faciles à mettre en place au quotidien. Il faut être un petit peu guidé au départ, mais après, ça fonctionne très, très bien. Et il y a pas mal d'applications qui commencent à le faire aussi. C'est l'estompage, par exemple. L'estompage, c'est quoi? C'est qu'au départ, on vous donne toute l'information à retenir et on ne vous demande même pas de la réévoquer, on vous la donne. Et puis après, on vous la donne moins un petit peu. Et puis on la donne moins un petit peu. Et donc, vous pouvez faire cet aspect-là avec ce qu'on appelle la récupération espacée, que je n'ai pas mentionné ici, mais c'est ça que je voulais en venir. C'est que moi, j'ai une application de messagerie, par exemple, sur mon GSM, et tous les X temps, il me redemande de mettre mon code pour pas que je l'oublie. Quelque part, il me demande de réactiver mon code. Ce n'est pas obligatoire, mais je peux. Combien de fois est-ce que j'avais une application ou un compte ouvert ad vitam sur mon ordinateur, sur mon GSM, et puis à un moment donné, ça plante, je redémarre tout, on me demande mon code, et merde, c'est quoi encore mon code? Cette application permet une réévocation régulière à intervalles variés de votre code PIN, de votre code machin, et ça permet effectivement ça. Et vous pouvez faire ça avec des informations que vous voulez retenir vous-même. Si vous avez un numéro de GSM nouveau que vous voulez retenir, parce que vous n'avez pas confiance dans votre GSM, si jamais il se plante, vous allez perdre vos contacts et tout, eh bien, vous pouvez vous faire une progressivité de la mémorisation avec le bon numéro d'emblée, puis 5 minutes après, 10 minutes après, et puis le bon numéro moins le dernier chiffre, et comme ça, vous allez vraiment l'ancrer en mémoire. C'est plus simple de le faire en collaboration avec un neuropsychologue qui va vous guider sur le comment faire, mais par contre, une fois que vous avez acquis la technique, vous êtes autonome et vous pouvez faire ça sur plein d'autres types d'informations. Ça, c'est des choses assez faciles à faire au quotidien et qui peuvent permettre d'éviter un handicap ressenti par rapport à des difficultés de mémoire plus, ce qu'on appelle donc la mémoire à long terme, donc le souvenir de ce qu'on vit, de ce qu'on fait, de ce qu'on dit. À l'inverse de cette mémoire à long terme, on a ce qu'on appelle, nous, la mémoire de travail. Alors, mémoire de travail, ça veut dire que moi, je le considère comme l'espace de traitement de l'information dans l'ici et maintenant. Ça veut dire, je fais quelque chose,
je regarde à quelque chose, on me dit quelque chose, je dois traiter les deux informations dans l'ici et maintenant pour que ça puisse rentrer dans mon système cognitif par après. Et par exemple, qu'est-ce qu'on va avoir comme difficulté si ça se pose? C'est des problèmes pour gérer plusieurs informations qui vont venir en même temps ou l'une après l'autre. Il se passe ça, puis ça, et oula, je suis un peu débordé, j'arrive pas à suivre. On va avoir du mal, par exemple, à suivre une conversation avec plusieurs personnes, parce qu'il va y avoir un qui parle, et puis l'autre, et puis le troisième, et puis qu'est-ce qui a dit quoi encore, je ne sais plus, et puis on va être un peu perdu, on va avoir une tendance parfois à se retirer un peu de l'interaction pour juste être spectateur assez passif, parce qu'on n'arrive pas à suivre ce qui se passe. On pourrait avoir des difficultés pour prendre note pendant une réunion de travail, parce qu'il faut écouter et prendre note. Toutes ces choses de ce type-là qui sont assez classiques, qui sont régulières, fréquentes, pas uniquement dues à la sclérose en plaques, mais qui peuvent être effectivement très fréquemment évaluées. Alors, cette évaluation-là, au niveau neuropsy, elle est particulièrement difficile pour nos patients en général, parce que ce sont souvent des épreuves qui sont complexes. Et une des épreuves simples, c'est, je vous dis des séries de chiffres et vous les répétez dans le même ordre que moi. Je commence par 2 chiffres, ça va. Puis je monte à 3 chiffres, puis je monte à 4, et puis 5, et puis 6, et puis on s'arrête au moment où vous n'y arrivez plus. Et puis on complique. Je fais la même chose, des séries de chiffres, mais là, vous devez me les répéter à l'envers. 4, 2, ça devient 2, 4. Et on passe à 2 chiffres, 3 chiffres, 4 chiffres, jusqu'au moment où vous n'y arrivez plus. D'accord? Certains d'entre vous ont peut-être été confrontés dans leur conception neurologique il y a déjà un certain nombre d'années au test du PASSAT. C'est un test où vous entendez des chiffres qui défilent les uns après les autres et vous devez chaque fois additionner les deux derniers chiffres que vous entendez. Un test qui est extrêmement compliqué, très anxiogène, mais qui travaille et qui mesure effectivement ces difficultés de mémoire de travail. Nous, à l'IR, on utilise souvent un autre test, qui est un test qui est construit comme ceci. On vous montre à l'écran des séries de 3 consonnes, H, V, L, et puis, au lieu de vous demander de me les rappeler tout de suite, on vous distrait. On vous donne des paires de chiffres à inverser pendant un certain nombre de temps. Et quand vous avez inversé nos 2, 3, 4, 5 paires de chiffres, on vous demande de nous rappeler les 3 lettres. Alors, qu'est-ce que ça mesure, cet élément-là? Ça mesure la capacité que votre cerveau a de gérer l'interférence. On lui donne un matériel à mémoriser, les 3 lettres, et pendant qu'il doit les mémoriser, on le distrait sur, il doit écouter autre chose et inverser des paires de chiffres. Et après, on voit s'il a réussi à encoder les lettres en même temps qu'il a inversé des paires de chiffres. Ça, c'est un test qu'on aime beaucoup parce il se rapproche très fort des plaintes du patient et on est tout le temps en train de faire des choses comme ça, de faire quelque chose, d'être interrompu. C'est un test qui donne beaucoup d'informations sur comment le patient, comment la personne arrive à se débrouiller avec ce flot d'informations. Alors, il y en a qui se ralentissent et qui y arrivent, mais qui font pas beaucoup de chiffres. Il y en a qui font pas bien les lettres, mais qui font plein de chiffres. Il y en a qui arrivent très bien. C'est vraiment très variable. Et donc, c'est quelque chose qui est intéressant. Il y en a plein d'autres de ce type-là. C'est une fonction cognitive qu'on évalue très souvent en sachant que, par exemple, l'âge est un facteur extrêmement important dans l'apparition de difficultés normales dues à l'âge dans ces fonctions-là. Ce test-ci, par exemple, je ne vais pas le faire en général chez quelqu'un de plus de 65 ans parce que au plus on va vieillir, au plus, dans la population normale, sans pathologie, il y a des gens qui vont être en difficulté pour cette fonction-là, par simple vieillissement normal, sans que ce ne soit lié à une pathologie particulière. Donc, à un certain âge, on change de type de test. Et donc, je reviens à la nécessité pour le neuropsychologue de bien choisir les tests qu'il utilise avec vous en fonction de plein de facteurs, dont votre âge. Alors, de nouveau, petite attention pour cette fonction dans votre travail, c'est aussi un facteur général. Parce que dans votre vie quotidienne, si vous n'arrivez pas à gérer deux choses en même temps, ce qui se passe tout le temps, eh bien, effectivement, il y a une des deux choses qui ne va pas être traitée, qui ne va pas être mémorisée, et donc vous avez l'impression de l'avoir oubliée alors qu'elle n'a juste pas été traitée au départ. Et donc, comme le ralentissement de la vitesse de traitement de l'information, ça a des répercussions sur le reste des troubles cognitifs possibles. C'est vraiment important de s'en rendre compte parce que j'ai des patients, par exemple, parfois qui sur plein de tests en ratent 5, mais ils en ratent 2 d'un facteur général. Et ces 2 tests ratés suffisent, à mes yeux, à expliquer pourquoi ils ont raté les autres. Je ne suis pas obligé de penser qu'il y a 4-5 troubles cognitifs chez mon patient, il peut y en avoir que un, mais qui se répercutent sur les autres épreuves que je peux avoir. Donc c'est vraiment important dans ma réflexion de neuropsychologue et dans ma discussion avec mon patient d'essayer de déterminer est-ce que c'est un trouble, 2 troubles, 3 troubles, est-ce que c'est pas un seul trouble qui se répercute un petit peu sur tout, parce que ça a déjà un autre impact sur la personne.
lui dire, écoutez, il n'y a qu'un truc qui est mauvais et tout ce que vous vivez, ça dépend que de cette chose-là, ça permet déjà un peu de baisser l'anxiété et la pression. Et nous, ça nous permet d'avoir des pistes spécifiques d'action. Qu'est-ce qu'on fait quand on est une personne, un patient, où on éprouve effectivement des difficultés de ce type-là? Eh bien, on essaie au maximum de se passer en tâches simples. C'est-à-dire qu'on sait bien qu'on ne peut pas toujours éviter les multiples stimulations. Mais quand vous devez faire un truc sérieux, et souvent on a tendance à le faire naturellement, vous faites quelque chose de compliqué et qu'on vient vous dire, attends, je ne suis pas disponible, dans 5 minutes, je finis ça, puis j'arrive. Et donc, vous vous permettez de travailler en tâches simples sur quelque chose de compliqué et d'être disponible pour d'autres informations par après. On essaye au maximum de faire ça dans un premier temps, parce que si on se met en tâche double, on va mal faire une chose, voire les deux. On essaie d'éviter au maximum les interférences quand c'est possible, le bruit, les mouvements et autres. On sait bien que si vous devez faire un truc compliqué et qu'il y a vos enfants qui courent un peu partout, ça va vous perturber parce qu'il y a du bruit, d'interférence. Dans ce cas-là, on essaie de se mettre dans une pièce un peu plus posée, où on essaie d'envoyer les enfants dans leur chambre pour qu'ils jouent à un truc plus calme, pour avoir ce temps de concentration en tâche unique. Un petit peu comme ma mémoire à long terme, on récapitule ce qu'on vient de faire avant de passer à autre chose. Parce que sinon, je fais quelque chose, tout de suite après, je fais autre chose, ben, j'ai un risque d'oublier ce que je viens de faire avant, en tout cas de ne pas retenir comme il faut, comme on teste avec les 3 consonnes et les paires de chiffres. Et donc, on a une nécessité de bien fixer l'information d'une chose avant de passer à l'autre. C'est un ensemble de choses qui peuvent être faites. Par exemple, en réunion, si vous devez prendre note et que c'est un peu compliqué pour vous, mais vous avez un collègue à côté, bien, tu prends note pour moi? Oui, ok. Et comme ça, vous pouvez être disponible à la réunion et l'autre personne prend note, par exemple. C'est toutes des choses qu'on peut faire à ce niveau-là. C'est un déficit qui est très courant, et je vous l'ai dit, qui n'est pas uniquement lié à la sclérose en plaques, mais qui est très courant globalement. Ce sont des tests qui sont fort sensibles, mais à plein de choses différentes. Et donc ça, j'y reviendrai un petit peu plus tard parce que on a toujours un petit peu de difficulté en neuropsychologie et avec la sclérose en plaques en particulier à attribuer telle difficulté à telle pathologie parce qu'il y a plein d'autres éléments qui peuvent jouer et qui peuvent interagir. Dernière partie des troubles neuropsychologiques classiquement décrits en sclérose en plaques, c'est ce qu'on appelle les troubles au niveau des fonctions exécutives ou fonctions frontales à l'ancienne. On disait fonction frontale avant parce que c'est une dépendance particulière pour les lobes frontaux à l'avant de votre cerveau, même si on sait maintenant que c'est beaucoup plus distribué dans votre cerveau globalement. Qu'est-ce que c'est ça? Ben, c'est un peu parfois être un peu impulsif dans ses choix. Ne pas arriver à se retenir, et hop, on est parti, ah ouais, j'aurais pas dû faire, j'étais trop vite, mais voilà, c'est parti tout seul. C'est être un peu désorganisé dans ce qu'on fait. C'est gérer son horaire, mais partir sur autre chose, puis faire un troisième truc, et puis se rendre compte que finalement, on a 5 choses qui sont lancées en même temps, et il n'y a rien qui est terminé. C'est avoir du mal d'expliquer une procédure de manière bien posée, étape 1, étape 2, étape 3, étape 4, tout ce genre de choses qui peuvent compliquer un petit peu la réalisation d'actions complexes où il n'y a pas spécialement des automatismes quelque part, où c'est quelque chose où il faut réfléchir, s'organiser ou planifier. Au niveau neuropsy, il y a un test classique que beaucoup d'entre vous ont déjà dû faire, ou en tout cas même vu sur Internet, c'est le test de Stroop, c'est celui qui est à droite. Ben, vous avez une première partie, vous avez des rectangles de couleurs différentes et vous devez juste dénommer la couleur. Vous avez une deuxième partie, vous devez juste lire les mots de couleur. Et une troisième partie où vous avez le mot rouge écrit en vert et vous ne devez pas lire le mot, mais dire la couleur de langue dans laquelle le mot est écrit. Ça fait appel à ce qu'on appelle l'inhibition. La lecture du mot rouge est automatique, qu'il soit écrit en noir, en rouge, en vert. Et par contre, le fait de dire la couleur, ce n'est pas automatique. Et donc, on demande à votre cerveau, qu'on appelle inhiber, une inhibition, de ne pas lire le mot rouge alors que ça vient tout seul, mais donner la couleur. Ça, c'est un test d'inhibition qui nous permet de voir comment votre cerveau arrive à contrôler le type d'information qu'il gère. Alors pourquoi c'est important? Eh bien, c'est un petit peu en lien avec le travail qu'on vient de voir. Vous faites quelque chose et il y a un bruit, une parole ou autre qui arrive. Votre cerveau doit être capable, quand c'est nécessaire, de ne pas traiter ce bruit, cette parole, cette interférence. Il doit être capable d'inhiber ce traitement-là, alors que le traitement vient tout seul. On est attiré par le bruit parce qu'il doit se concentrer sur ce qu'il fait maintenant. C'est un test qui nous permet de mesurer un petit peu ça. Alors, on a aussi pas mal de tests informatisés. Celui que je vous montre, c'est un test qu'on appelle de flexibilité. En fait, vous avez un écran d'ordinateur devant vous et vous avez une lettre et un chiffre. Et vous devez, sur le premier écran, appuyer du côté où apparaît la lettre. Donc, l'écran de gauche, le M est à gauche, vous devez cliquer sur la touche de gauche. Et puis, l'écran change, vous avez de nouveau un chiffre et une lettre, pas toujours au même endroit. Et là, on ne vous demande plus d'appuyer sur la lettre, mais sur le chiffre. Et donc là, le 5 est à gauche, il faut encore appuyer à gauche.
L'écran d'après, vous avez deviné, vous ne devez plus appuyer sur le chiffre, mais de nouveau sur la lettre. Et donc, on a une alternance nécessaire entre je repère le chiffre, je repère la lettre. Et donc, ça mesure ce qu'on appelle la flexibilité, la capacité de passer d'une chose à une autre, d'alterner et de ne pas continuer à faire une chose alors que les règles ont changé. Il y a plein d'autres tests qu'on peut faire, voilà, mais c'est deux tests qu'on utilise très souvent. Ce sont des tests où c'est souvent un peu compliqué pour le patient parce que c'est compliqué ce que vous me demandez, ça vient tout seul, c'est long. C'est dur pour tout le monde. Ça, il faut que vous le sachiez. Il y a plein de tests où vous allez éprouver des difficultés si vous les faites, comme tout le monde. D'accord? Le test, donner la couleur du mot rouge qui est écrit en vert, dire que c'est vert, c'est dur pour tout le monde, justement parce que c'est automatique de lire. Ce qu'on va essayer de mesurer, c'est est-ce que c'est un peu plus dur pour vous que pour la moyenne des gens? C'est ça qu'on va essayer de mesurer. Alors, vous vous êtes préparé, mais évidemment, c'est de nouveau aussi un facteur général. Ça veut dire que si vous devez traiter une information et que vous n'arrivez pas à inhiber l'autre qui vient vous distraire, eh bien, vous allez mal traiter votre information. Et ça va avoir des conséquences dans le reste du traitement de l'information. Et donc, le fait d'être distrait, distractible, est quelque chose qui peut avoir des répercussions négatives par rapport à la suite de tout le traitement cognitif. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ces cas-là? On évite les interférences autant que faire se peut. Dès que c'est possible, on éteint la radio, on essaie de se mettre dans le calme pour être bien concentré sur ce qu'on fait. Par rapport à tout ce qui est plutôt problème d'organisation, on essaie de fonctionner de manière, bon, j'ai un problème à résoudre, il faut que je le fasse comme il faut. D'abord, je dois identifier le but à atteindre, ce que je dois faire. Pour y arriver, j'ai combien d'étapes? Il faut que je fasse ça d'abord, puis je fasse ça, puis que je fasse ça. Je les note, je récapitule, je vérifie que tout est correct, et puis quand je les fais, je les coche les unes après les autres. Ok, c'est bon, je suis arrivé au bout. C'est comme quand vous devez faire un gros problème, vous devez résoudre ça, il faut sortir quelque part de l'envie de le faire comme ça vient et s'obliger à avoir un petit temps de réflexion avant. Et sur base de ce temps de réflexion, on établit le plan d'action. Quand le plan d'action est fait, on peut y aller et ça nous guide quelque part. On n'a plus besoin de réfléchir en même temps qu'on fait, puisqu'on a déjà réfléchi avant. Ça nous simplifie la tâche. On ordonne les démarches à faire, c'est dans le même objectif. C'est une question vraiment d'organisation, d'anticipation, de je me pose, je prépare, et puis seulement j'y vais. Alors, j'en ai fini un petit peu avec cette description classique, je dirais, des troubles neuropsy chez les patients. À la fois, moi, ça fait 20 ans que je travaille avec des patients qui ont la sclérose en plaques, donc j'ai vécu toute cette période-là, et objectivement, maintenant, il faut qu'on actualise un petit peu. Ça reste vrai, ça reste des choses qui sont la réalité pour certains patients, mais c'est plus la réalité strictement de maintenant. On a maintenant, au niveau de la sclérose en plaques, en tout cas dans nos consultations, un grand changement de population. Les diagnostics sont posés de manière beaucoup plus précoce chez nos patients maintenant. Sur base d'une seule IRM, on peut directement avoir un diagnostic. On peut directement avoir un traitement efficace. On a plus de traitements à notre disposition. Donc, le neurologue peut plus facilement, dès qu'il voit qu'il y a un petit souci avec le premier traitement, hop, on passe sur un autre traitement. Et donc, on a quelque chose. On a actuellement une population dans nos consultations de cas qui est beaucoup plus active. Qui a parfois eu juste une poussée et qui après, hop, ont déjà leur diagnostic, ont déjà leur traitement et puis repartent dans leur vie comme ça. Et donc, ce n'est pas la même chose de tester et de mesurer les troubles cognitifs chez des patients de ce type-là, de mesurer les troubles cognitifs chez quelqu'un qui a un diagnostic depuis 10, 15 ou 20 ans, qui a connu la Vonex, la Copaxone, etc. On a quelque chose qui est un peu différent. Et du coup, j'en reviens à ma hiérarchisation des examens de neuropsy. Le neuropsy, il doit changer. Il doit déterminer qu'est-ce qu'il va mesurer en priorité chez ce type de patient-là, parce que c'est un type de patient qui est un petit peu différent. Et on voit apparaître un peu d'autres troubles qui étaient déjà sûrement là avant, mais qui n'étaient pas diagnostiqués. Et ces troubles, il y en a certains qui sont un petit peu en chevauchement à ceux dont je viens de parler, mais d'autres un peu moins. Il y en a 3 essentiellement qui reviennent dans les plaintes des patients. C'est la sensibilité à l'interférence, les activités de multitâches et les manques du mot, le fait de ne pas trouver le mot qu'on veut au moment qu'on veut. Alors, je vais les décrire les uns après les autres et vous montrer un petit peu en quoi ça a un impact et en quoi c'est important. La sensibilité à l'interférence, je viens un petit peu d'en parler déjà un petit peu parce que je n'arrive pas à me retenir en général, c'est l'interruption de ce qu'on fait par une interférence. On est au travail, on se concentre si on est comptable, sur un tableau d'encodage de chiffres et pouf, le téléphone sonne. Je décroche, je suis obligé, je réponds, et puis, merde, j'étais à quelle colonne, c'était quel chiffre, qu'est-ce que je viens de faire, je ne sais plus.
on a cette notion-là d'interférence qui vient couper le travail en cours, qui nous fait perdre le fil et qui rend la reprise après fastidieuse et compliquée. C'est très problématique dans nos périodes actuelles où on travaille, sauf en Covid évidemment, en open space ou avec des bureaux partagés, où on est à 2, à 3 dans le même bureau, où on a une grande surface avec 10 personnes qui tapent, qui répondent au téléphone, qui font qu'ils se parlent, etc. Ça rend les choses très compliquées. Ça rend les choses compliquées pour rapidement passer d'une information à une autre. On fait quelque chose, puis tout de suite, ah, tiens, tu viens en réunion, on fait une réunion en vitesse, hop, on arrête ce qu'on fait, on part sur la réunion, et puis après la réunion, on reste sur ce qu'on fait. Toutes ces choses-là sont un peu compliquées. Et ces choses-là commencent à arriver dans la littérature scientifique avec différentes études qui sont, je trouve, assez intéressantes. Vous vous souvenez le test de SDMT, donc le test qui mesure le ralentissement des vitesses de traitement de l'information. Donc, le test, vous aviez les 9 dessins, les 9 chiffres associés, et vous devez redire chaque chiffre associé à chaque dessin. Eh bien, il y a des études qui l'ont fait en mettant un bruit de téléphone au milieu du test pour perturber le patient. Eh bien, on voit que les patients, ils ont une performance qui est moins bonne quand il y a le téléphone qui sonne fictivement pendant le test parce qu'ils ont été distraits par le téléphone et ça diminue le nombre de signes qu'ils vont traiter. Une autre étude que j'aime bien, c'est l'étude avec le gorille. Ben, vous mettez des gens qui doivent, c'est une étude classique de psychologie cognitive, qui sont face à un match de basket, par exemple, et on demande à la personne de compter le nombre de points que l'équipe A et que l'équipe B mettent. Et donc, on est concentré parce que ça va très vite, il y a plein de choses. Et puis, à un moment donné, il y a un homme déguisé en gorille qui traverse le jeu. Et on demande après combien de personnes ont détecté le gorille. Eh bien, on voit que les patients qui ont sclérose en plaques détectent plus souvent le gorille que les sujets sans pathologie. Pourquoi? Parce que le gorille n'a pas été inhibé par la personne et donc il a été perçu, mais du coup, ils font des fautes dans le comptage des ballons. Et donc, on a cette notion-là, effectivement, de sensibilité à l'interférence et qui est quelque part, moi, dans mes patients, une des plaintes principales et premières. J'ai des patients qui ont une exacerbation, donc une poussée, un diagnostic, et bien, cette plainte-là, elle revient presque systématiquement parce que c'est quelque chose, en fait, qui est un facteur général, comme tout à l'heure, et qui est vraiment extrêmement fragile à beaucoup de choses. Moi, quand je suis fatigué, je vais plus sensible à l'interférence. Et donc, cet élément-là ressort de plus en plus chez nos patients et on doit le prendre en compte parce que ça engendre un handicap extrêmement important. Un autre qui va un peu de pair, mais qui suit, ça s'appelle les activités de multitâches. Notre monde a fort évolué pour l'instant et on est en train de faire plein de choses en même temps. On gère un dossier, il y a un mail qui rentre, il y a une réunion qui va venir. Il ne faut pas que j'oublie d'aller chercher les enfants à l'école tout à l'heure à 4 heures parce qu'ils ont piscine à 4h30. Enfin, plein d'éléments comme ça. Et donc, on doit faire plein de choses, on doit interagir avec les gens, on doit changer dynamique, plein de choses. Et donc, on est en multitâche continuelle. Eh bien, cette multitâche, elle surcharge parfois le système cognitif et à un moment donné, eh ben, on fait des conneries parce qu'on est en multitâche. D'accord? Dans ce cadre-là, on a besoin effectivement d'évaluation. Et l'exemple typique que je prends, c'est organiser une réunion. On a une tâche pour l'instant de réalité virtuelle un peu qui nous permet d'évaluer un petit peu ça en bureau, où on doit organiser une réunion et autres, mais de temps en temps, il y a une interférence qui arrive et qui fait qu'on doit changer nos plans. On doit essayer au niveau neuropsy d'évaluer cet aspect-là parce que pour nos patients avec un élastique récent, traité rapidement et qui travaillent, ça engendre une baisse de fonctionnalité au niveau professionnel qui est très dommageable. Dernier aspect des choses qui sont fréquentes pour l'instant, c'est les manques du mot. C'est la fluidité du langage. Je veux dire, passe-moi le... Et je ne trouve pas le mot, et c'est le sel. Et c'est un mot tout bête. Et en général, ce sont souvent des mots très, très simples. Et on cherche une phrase par l'état. Et du coup, on a une perte de ce qu'on appelle la fluidité du langage. Ça survient soit naturellement tout seul, soit quand on est plus fatigué, soit quand on est en train de faire autre chose. Et là, pour l'instant, on a un problème au niveau de notre clinique, en tout cas pour l'instant, c'est qu'au niveau logopédique, si on vous dit, ah ben il y a une plainte de langage, on va faire un bilan logopédique en complément du bilan neuropsy, eh bien, le bilan logopédique, il sera bon. Parce que le bilan logopédique est construit sur base des personnes aphasiques après une action vasculaire cérébrale, par exemple. Et donc, les patients, très classiquement, passent à travers du bilan logopédique. Et donc, pour l'instant, au niveau neuropsy, pour tester ça, c'est un peu la page blanche. Alors, il existe des tests qu'on appelle des tests de dénomination rapide, c'est-à-dire qu'au lieu, comme en logopédie, de vous montrer une image, dites-moi ce que c'est, vous avez 2-3 secondes et vous dénommez l'image, eh bien là, c'est un rythme beaucoup plus régulier. Et on voit des études qui apparaissent, et il y a des batteries qui commencent à exister, et je pense qu'on va essayer d'en avoir une ici à Liège aussi, où on arrive à objectiver cette plainte du patient
qui n'apparaît pas en discours comme ça. Le patient, il va compenser. Et quand on va une heure là, vous voyez, mais moi j'ai des manques d'humour. Pendant une heure, je n'ai pas perçu la moindre chose, mais la personne s'est sentie en difficulté pour un ou deux termes, à trouver une manière de contourner. Et on n'a pas pour l'instant, nous, dans nos cliniques, des outils pour bien l'évaluer. Ça commence à arriver, et je vous dis, il y a des trucs prometteurs à ce niveau-là, mais une fois qu'on l'aura évalué, il faudra voir un peu qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour aider les patients à passer au-dessus de cet aspect-là. Ces troubles cognitifs-ci, moi, je les qualifie de plus fins. C'est-à-dire qu'il faut vraiment les chercher pour les trouver. Si on sort les épreuves classiques standards, on ne les trouvera peut-être pas. Donc, intrinsèquement, ils sont moins graves. Si on reprend l'échelle binaire, pas de trouble 0, 1 trouble 1, bah, ils sont peut-être à 0,1 ou 0,2 sur cette échelle-là, si on veut. Mais du coup, comme on dit aux patients, si on ne les évalue pas, il n'y a pas de trouble, il n'y a pas de problème, ça engendre un gros handicap parce que le patient va fonctionner, j'ai pas de trouble, c'est comme si de rien n'était, donc il va faire tout ce qu'il faisait avant, comme il faisait avant, mais en étant en difficulté, et donc il va ressentir un handicap plus important. Et ça, c'est notamment cette notion par rapport au travail, et c'est cette notion-là de handicap vécu au travail et aussi à la vie quotidienne quand il y a beaucoup de choses à gérer au niveau familial, qui est nécessaire de prendre en compte. Et donc, on a vraiment un gros besoin d'individualisation. Et je reprends l'exemple de ma patiente que je suis pour l'instant. 3 ans qu'elle tente son neurologue pour faire un bilan neuropsy, qu'elle aurait pu faire toute seule, mais elle voulait passer par son neurologue. Et si je ne sors pas le test que je pense qu'il va répondre à sa plainte, si je fais mon bilan classique, c'est un test complémentaire que je ne fais pas toujours, je passe à côté. Je passe à côté de son handicap. Ça fait 3 mois et demi que je travaille avec elle et elle commence à dire je commence à retrouver un peu de l'efficacité que je n'avais plus avant. Donc, on a vraiment un besoin d'individualisation et de sortir de ce qu'on veut en général en médecine faire, c'est-à-dire la même chose pour tout patient de manière longitudinale. Pour moi, c'est important, mais c'est une étape. Et au-delà de cette étape de généralisation, il faut pouvoir aller à un truc extrêmement individuel pour chaque patient. Ça, pour moi, c'est extrêmement important. Maintenant, une des grosses critiques qu'on peut faire à tout ce que je viens de présenter, c'est que je ne parle que de choses objectives, ou en tout cas objectivables. Je ne parle que de tests de performance inférieure à un certain niveau, que d'objectivation, de lésions, de troubles, de pourcentage, mais je ne parle pas du ressenti subjectif du patient d'un trouble cognitif. Or, ça, c'est extrêmement important. Pourquoi c'est important? Parce que moi, je vous ai dit, quand j'essaie d'objectiver un trouble, je dois mettre un seuil, et donc je prends ma courbe de Gauss, je mets ma limite à 5% de la population normale, et là, en dessous de ça, je peux dire que c'est pas top. Quelqu'un qui aura, je vais le sentir à un bon niveau, qui va être pas très loin de ce seuil, mais un peu plus élevé, je vais quand même pouvoir dire qu'il y a un souci à mon avis. Mais ce qui est extrêmement important au niveau de la clinique et sur lequel on doit vraiment se poser maintenant, c'est le déclin cognitif ressenti. C'est une étude extrêmement intéressante d'un chercheur, c'est Sounovski, je pense. En fait, vous voyez ici, vous avez sur la gauche la ligne pointillée rouge qui descend, c'est le seuil en dessous duquel on va dire qu'il y a un trouble cognitif. Et donc, vous voyez, les flèches jaunes sont des patients qui avaient un certain niveau de départ, qui ont régressé par rapport à une évaluation et qui arrivent en dessous de ce seuil. Et donc, je vais pouvoir dire, sur bord de leur test, qu'il y a un problème. Par contre, si vous regardez les 3 lignes rouges, vous voyez que ces 3 patients-là avaient un niveau de performance plutôt dans la moyenne haute de ma courbe. Des gens qui avaient des performances un peu meilleures que la moyenne. Et depuis 1 an, ils trouvent subjectivement qu'ils vont moins bien, qu'ils arrivent moins à résoudre leurs problèmes au travail, qu'ils arrivent moins à faire certaines choses. Et on va mesurer leur test, et leur test va être toujours dans les normes. Mais par contre, la chute par rapport à ce qu'ils étaient est significative. Et vous voyez, par exemple, la première ligne jaune, le patient n'a pas beaucoup régressé en termes de performance. Mais je vais dire qu'il a un trouble, parce qu'il est en dessous du seuil. Par contre, le premier patient à la ligne rouge tout en haut, il régresse beaucoup par rapport à lui-même, tout en restant dans la norme, et donc je vais dire qu'il n'a pas de trouble cognitif. Et ça, c'est un problème. Parce qu'effectivement, et la patiente dont je vous parle, elle correspond tout à fait à ça, je n'ai pas pour elle d'évaluation de départ de sa pathologie quand il y a 10 ans et son diagnostic. Je ne sais pas à quel niveau elle fonctionnait bien ou pas bien au niveau de mes tests. Et donc, quand le neurologue me l'envoie maintenant pour faire un bilan, je ne sais pas si sa performance de maintenant est en régression par rapport à ce qu'elle était il y a 5 ans ou pas. Je n'ai pas de niveau de départ. J'ai juste une comparaison par rapport à la norme.
globalement. Et donc, on doit vraiment se poser cette question-là parce que du coup, en faisant ça, on se rapproche vraiment de la plainte subjective de la personne. On essaie vraiment de se rapprocher. J'ai l'impression que je vais moins bien. Ben, en médecine, on attend qu'on dépasse le seuil pour dire que ça ne va pas. Et on a vraiment besoin de se poser cette question-là parce qu'on doit pouvoir objectiver quelque part ce handicap ressenti. Et là, on se rapproche d'une perception encore plus de l'invisible ressenti par le patient. C'est typiquement le patient qui est par exemple fatigué pour des problèmes de thyroïde, rien à voir, il fait une prise de sang sur son médecin traitant et il reste dans les normes. Et puis, bah, il est quand même toujours fatigué, ça ne se passe pas bien et tout. Et puis après un an, il fait la même prise de sang et là, il est passé juste en dessous. Ah ben, il a un problème de thyroïde. Hein. Et en fait, il a presque rien perdu, mais on est passé en dessous du seuil. Et donc, on doit essayer, nous, de se battre pour pouvoir avoir cette notion, au-delà du simple seuil normatif global, d'avoir une performance qu'on peut comparer avec l'autre. Et c'est ce qu'on fait en IRM pour l'instant. Les IRM que les patients font, on les fait à l'année 1, et puis on refait la même IRM à l'année 2, et on compare les deux. On voit est-ce qu'il y a une diminution des lésions, est-ce qu'il y a une aggravation, etc. Et bien en Europe, c'est ce qu'on voudrait pouvoir faire. Et en Belgique, pour l'instant, ce n'est pas encore le cas, parce qu'on n'a pas souvent le bilan de départ. Or, pour moi, ce bilan de départ, même en l'absence de plainte du patient, il est important parce qu'il nous permet d'avoir un objectif comparatif. On peut avoir, à un certain moment donné, entre 0 et 2 ans après le diagnostic, par exemple, pas trop près évidemment, parce que là, tu as tous les facteurs plutôt d'anxiété qui surviennent, mais on peut avoir un galon de départ sur la base duquel on va pouvoir comparer l'évolution du patient par rapport à lui-même. Et donc, on va pouvoir être beaucoup plus efficace dans la détection de troubles chez ce patient, et lui se plaint, ok, par rapport à lui-même, il a chuté de X. Et ça, c'est quelque chose qui est en train vraiment d'apparaître et qui est vraiment fondamental et pour lequel nous, on doit se battre et on doit demander aux patients de se battre. Et donc, moi, le message que j'ai ici, c'est demander à être testé sur un neuropsychologue spécialisé en sclérose en plaques quand vous en avez besoin, quand vous le ressentez ou même de manière globale, parce que pour moi, ça correspond à la mise en place d'un bon suivi longitudinal global. Même si, quand vous le faites le bilan au départ, vous n'avez pas trop particulier. Tant mieux. Comme ça, on a votre niveau de départ. Et si jamais vous deviez vous trouver moins efficace après, on pourra vous comparer par rapport à vous-même. Et ce qui arrive parfois, et ça va me faire la transition par après, mon patient revient 2 ans après avoir fait un bilan chez moi. Il dit, je vais moins bien, ça ne va pas bien. Je refais mes tests. Et même en poussant l'évaluation, parfois, je peux dire, écoutez, vos tests, ils sont aussi bons qu'il y a 2 ans. Donc, il y a un ressenti subjectif que je n'arrive pas à objectiver. Soit mes tests ne sont pas assez précis, soit il y a d'autres éléments qui jouent dans votre ressenti subjectif. Et là, on embraye sur la question de nos biais. On a tous des biais globalement dans notre fonctionnement, et ces biais amènent à moduler les plaintes qu'on peut avoir au quotidien. Dans les types de biais qu'on peut avoir, je ne vais pas m'arrêter sur tous, mais je vais en citer 2 essentiels que moi je vois. C'est un biais lié aux objectifs qu'on se fixe et un biais lié à l'auto-évaluation qu'on a de nos propres performances. J'ai très souvent des patients qui se fixent des objectifs qui sont en tant que tels inatteignables ou presque, qui sont donc pas adéquats, qui n'ont quasiment pas de chance d'arriver. Et donc, du coup, ils ne font pas atteindre leurs objectifs. Et donc, subjectivement, j'avais tel objectif, je n'ai pas réussi, je ne suis pas efficace, je ne fonctionne pas bien, il y a un problème. Autre biais, je fais quelque chose, mais je m'auto-évalue mal. Je me sous-évalue. Je pense avoir fait 80, alors qu'en fait, quelqu'un d'autre me dit que j'ai fait 95. Je vais considérer que je n'ai pas un bon objectif, et donc je vais me sous-évaluer, et donc il y a un problème. Et si vous mettez les deux ensemble, c'est encore pire. Quelqu'un qui fixe des objectifs beaucoup trop élevés en termes de charge de travail, d'objectifs à atteindre et autres, et qui en plus, quand il atteint un objectif, il s'enlève 10% à chaque fois, il va avoir une double peine en termes d'auto-évaluation personnelle et de ressenti subjectif de j'ai un problème ou bien pas. Cet élément-là est un élément important à prendre en compte parce que au niveau neuropsychique, on doit se rapprocher le plus possible d'évaluation pour se rapprocher de la plainte subjective du patient pour pouvoir l'objectiver au mieux. Mais on doit aussi faire attention à tous les autres facteurs qui peuvent influencer les plaintes, sans que ce ne soit en tant que tel des plaintes liées, strictement parlant, à des troubles cognitifs sous-jacents. Ça, c'est extrêmement important. Dans cet autre état d'esprit-là, on va citer aussi le mode de vie. Notre mode de vie, c'est quoi? C'est notre horaire de travail, c'est notre charge professionnelle, notre charge familiale, c'est la qualité de notre sommeil, c'est notre médication. C'est tous ces éléments-là de notre vie qui, tous, peuvent avoir un effet négatif sur notre cognition. Je vais prendre un exemple extrêmement personnel. Il y a 2 semaines, en 7 jours, j'ai oublié 2 fois ma carte de banque au distributeur automatique de billets. Pourtant, je vous assure, je n'ai pas de trouble cognitif,
avéré, je n'ai pas de pathologie neurologique, j'ai simplement un horaire de travail trop chargé, trop de trucs à gérer et tout, trop pressé, je me dépêche 2 fois en 7 jours. Dire que la banquière était contente de me revoir la deuxième fois. Et donc, quelque part, je pourrais me dire, tiens, j'ai des oublis au quotidien, j'ai un problème cognitif, je vais faire une évaluation, un test neuropsy. Parce qu'effectivement, ça peut me causer un handicap d'oublier 2 fois en suivant ma carte de banque. Je vous passe les autres trucs que j'ai oubliés dernièrement, mais donc ça, c'est important aussi d'avoir ça en tête, c'est que nos performances cognitives fonctionnelles au quotidien, elles dépendent potentiellement de la pathologie et des troubles liés à la pathologie, mais ils peuvent tout aussi dépendre de plein d'autres facteurs qui n'ont rien à voir avec la pathologie, mais qui viennent se rajouter. Et ces éléments-là, il faut qu'on puisse y faire quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? Eh bien, au niveau cognitif, s'il y en a, on va les rééduquer si possible, on va les accompagner avec un neuropsychologue, que ce soit en centre de validation ou en extérieur. Au niveau de votre quotidien, on va pouvoir promouvoir des activités qu'on appelle avec valeur cognitive ajoutée. Donc, il y a plein de choses qui existent. Avant, on demandait aux personnes d'être actives, de faire des sudoku, de faire des choses comme ça. Maintenant, il y a plein de sites de jeux qui existent. Je ne suis pas pro ou contre les sites de jeux autres. Tout ce qui, pour moi, a une valeur cognitive ajoutée est de nature à stimuler globalement l'aspect cérébral, à favoriser les connexions cérébrales, à favoriser la réorganisation et donc est bon à prendre. Pour autant que ce soit bien géré. Moi, j'ai des patients chez qui ils se lancent dans des jeux et puis finalement, ils ne font plus que ça sur leur smartphone pendant une demi-heure, ils sont pris une heure, et ils sont complètement crevés et donc ça doit s'intégrer quelque part dans la vie quotidienne. Moi, j'ai des patients qui travaillent à qui je dis, écoutez, vous en faites déjà assez au niveau du boulot pour ne pas vous rajouter des périodes de stimulation cognitive en plus. Ça ne va rien vous apporter, je préfère que vous gériez autrement avec des périodes plutôt de récupération. Donc, il y a un peu ce mythe de au plus je vais faire, au mieux ce sera, qui n'est pas complètement faux, mais il y a aussi cette nécessité d'alterner et d'avoir des périodes de répit, de récupération assumée, plein, parce que c'est comme ça qu'on sera encore plus efficace par après. Autre élément à faire, ça paraît logique, mais ce n'est pas si simple que ça, c'est réguler les facteurs négatifs au niveau cognitif. Boire moins de café, aller dormir plus tôt, ne pas regarder les écrans trop tard, gérer sa médication avec son médecin traitant, tous ces éléments-là, tout ce qui peut influencer l'aspect cognitif, pour moi, doit pouvoir être analysé et régulé. Et là, on est confronté, en tout cas en Belgique, à une petite difficulté, c'est la globalisation, quelque part, de notre patient, du suivi qu'on a. Et très souvent, c'est très parcellaire et segmenté. On a le neurologue qui s'occupe des trucs neurologiques, on a le médecin traitant qui s'occupe des trucs du médecin traitant, on a le neuropsychologue qui s'occupe de l'attention de la mémoire, mais est-ce qu'il se mêle de ça? Il y a le psychologue qui ceci, etc., etc., etc. Et donc, on a besoin, quelque part, d'avoir un dossier qui se centralise et d'avoir une vision plus globale de la personne. Et ça, c'est vraiment l'objectif qu'on doit poursuivre pour moi au niveau des soins, pour tout type de pathologie, mais a fortiori pour tout ce qui est plutôt pathologie chronique, où on sait qu'on va avoir de multiples interactions et que chaque interaction doit être, si possible, gérée et améliorée. Après tout cet exposé sur l'aspect cognitif strict, je pense que je ne peux pas faire l'impasse de discuter quand même de la fatigue. Cette entité compliquée, symptômes très fréquents chez la majorité d'entre vous, parfois tout à fait indépendants des activités que vous pouvez faire, mais parfois dépendants des activités physiques, cognitives, émotionnelles que vous pouvez faire. Et déjà là, je m'arrête parce qu'effectivement, on a un besoin d'objectivation avec la personne de ce qu'il fait réellement au quotidien, de ce qu'il ressent en termes de fatigue, parce que très souvent, on a parfois des personnes plus actives qui ont l'impression d'être fatiguées alors qu'elles n'ont rien fait. Alors que si on regarde vraiment clairement tout ce qu'elles ont fait dans la journée, elles ont fait beaucoup plus qu'elles ne le pensent. Et donc, on doit essayer de remettre de l'ordre quelque part dans cette sensation de fatigue entre ce qui peut être expliqué et explicable par des facteurs objectifs, par un nombre d'activités, par un nombre de stress ou autre, et ce qui effectivement n'est pas explicable et relié plus basiquement, strictement à la pathologie. Parce qu'on sait qu'effectivement, on a ce symptôme de fatigue qui est spécifique à des pathologies démyélinisantes au sens large, mais qui évidemment est aggravé par toutes les autres causes usuelles de la fatigue. Les troubles du sommeil, l'anxiété, la dépression, les habitudes de vie, les écrans, le café, le stress, tout ce qu'on veut, va, comme chez tout individu normal, influencer la fatigue ressentie par le patient. Mais très souvent, le patient va arriver, je suis fatigué, c'est normal, hein, parce qu'aux en plaques, vous êtes fatigué, c'est normal. Ah ben non, c'est potentiellement normal, mais est-ce qu'il y a d'autres facteurs qu'on peut mesurer, qu'on peut contrôler, sur lesquels on peut agir, qui pourraient expliquer
une partie de votre fatigue, oui ou non. Et là, il y a toute une investigation à faire par rapport à ça qui doit vraiment être pour moi mise à l'avant-plan beaucoup plus parce qu'il y a plein de choses qu'on découvre parfois, notamment les troubles du sommeil qui sont sous-évalués chez les patients, les troubles thyroïdiens qui sont en interaction directe avec la sclérose en plaques et autres. Tout ça, il y a un travail vraiment important, pluridisciplinaire d'évaluation de ces facteurs-là. Parce que cette fatigue, et vous le savez, tous les patients le savent beaucoup mieux que moi, elle est très fluctuante selon les jours, au sein d'une même journée, elle est peu contrôlable, c'est anxiogène, c'est usant d'être fatigué pour rien, c'est très invalidant, on a cette notion parfois de chape de plomb, j'ai rien fait de spécial, je me lève le matin, hop, c'est pas le jour, c'est foutu. C'est très énervant, c'est très frustrant. Surtout quand on se plaint et que nos proches disent bah oui, mais moi aussi je suis fatigué, tu sais. La réponse horrible, leur dit donc c'est vraiment compliqué ce symptôme-là. On n'a pas encore beaucoup de bons outils pour le faire. On a des programmes de gestion de fatigue qui commencent à montrer une certaine efficacité au niveau sportif, notamment les aspects activité physique adaptée, les aspects plus au niveau des thérapies comportementales, de gestion des activités. Donc il y a des choses qui arrivent, mais qui doivent encore s'implémenter plus. Alors pourquoi c'est important d'en parler? Parce qu'effectivement, cette fatigue, elle aggrave les troubles cognitifs que vous pouvez avoir, inévitablement. Quand je suis fatigué, je parle encore plus vite que maintenant, je gère un peu moins les choses, comme tout le monde, mais ça va effectivement aggraver ces fragilités-là, au point que dans certaines publications médicales, on dit que la fatigue peut expliquer tous les troubles. Parce qu'effectivement, quelqu'un de fatigué va être moins rapide au niveau des tests de temps de réaction, va avoir une moins bonne capacité de mémorisation et autres. Donc, c'est vraiment un truc important. Et pour la prendre en charge, au-delà de toutes les pistes que j'ai déjà dit, de vérifier tous les facteurs négatifs qui peuvent influencer, eh bien, il faut pouvoir planifier, anticiper. Il faut pouvoir être flexible, réguler les causes médicales objectivables, changer certaines habitudes de vie, communiquer avec les autres quand on est fatigué, parce que quand on se force parfois, c'est un peu compliqué. Et donc, il y a plein de choses à faire à ce niveau-là. C'est un autre champ de régulation, mais de nouveau, il faut que ça rentre dans un cadre de handicap, de ressenti pour le patient et d'amélioration de sa qualité de vie. Le but, effectivement, s'il y a des médications qui existent qui peuvent chez certains patients avoir un effet, pourquoi pas. D'autres personnes doivent apprendre à réguler, faire des pauses, organiser un petit peu mieux leur horaire. Ok, on fait des sessions d'apprentissage, de gestion, de planification d'horaire sur la semaine. Et choses de ce type-là, ça nécessite d'être fait. On manque parfois d'un cadre de rééducation spécifiquement dévolu à la fatigue, parce qu'on arrive toujours, nous, en tant que neuropsychologue, en fin de ligne, quelque part. Je suis fatigué, qu'est-ce qu'on peut faire? Et en même temps, est-ce que tout a bien été investigué en amont? Voilà, là, on a de nouveau effectivement une passage qui doit être plus pluridisciplinaire pour mieux coller aux difficultés du patient et mieux coller à sa qualité de vie. Bon, je vous rassure, je vais bientôt en avoir terminé avec ma logorée. Un petit résumé au niveau des troubles cognitifs, donc ils sont invisibles, mais globalement, on doit maintenant, je pense vraiment, en clinique, on doit vraiment se retrousser les manches parce qu'on a une approche beaucoup plus individuelle, beaucoup plus holistique, beaucoup plus précoce, beaucoup plus longitudinale et alliant l'objectif et le subjectif. Et tout ça, c'est à nous de le faire. On a besoin effectivement de se réinventer un petit peu par rapport à la clinique classique. Et moi, parfois, je discute avec d'autres neuropsychologues, pas spécialement spécialisés en sclérose en plaques. Eh bien, l'approche que moi j'essaie d'avoir avec mes collègues, avec nos patients, elle n'est pas souvent partagée par d'autres neuropsychologues qui restent plus dans l'aspect strictement technique. Je pense qu'on a vraiment un besoin de se réinventer à notre niveau, d'être plus proche des gens. Moi, je vois des patients maintenant, parfois juste 2-3 semaines après leur diagnostic, et puis je peux les voir pendant un certain nombre d'années. Je suis un peu bloqué par les remboursements au niveau des rééducations parce qu'on est un peu bloqué par l'INAMI, mais on doit développer une approche qui doit être vraiment beaucoup plus globale et beaucoup plus en tenant compte de toute la personne, certes avec notre aspect technique à la base, parce qu'effectivement, on a quand même quelque chose à apporter aussi au niveau technique, mais je pense qu'on ne peut pas s'y limiter. Donc, pour moi, on a vraiment une nécessité d'une meilleure coordination entre le patient et le professionnel. Moi, je ne sais rien faire avec mon patient si mon patient ne m'apporte pas des choses. Et je répète, je suis un outil au service de mon patient plutôt que l'inverse. On dit souvent, on va subir une évaluation neuropsychologique. Non, on va bénéficier d'une évaluation neuropsychologique pour pouvoir en faire quelque chose pour soi et améliorer son quotidien et sa qualité de vie. Je pense qu'en tant que soignant, on doit plus expliquer, on doit plus écouter. On a souvent un gros problème en termes de timing, de suivi. Moi, j'ai pas mal de patients qui viennent chez moi et paradoxalement, qui vont bien, qui sont bien suivis, traités, mais qui ne se sentent pas écoutés par leur neurologue ou autre, et qui du coup changent de neurologue parce qu'ils n'ont juste pas été écoutés. Moi, il m'arrive récemment de ne pas écouter assez mes patients, parce que je parle beaucoup, mais voilà, je pense que là, on doit vraiment faire attention, nous, en tant que professionnels, de plus expliquer,
de plus écouter. Je pense qu'on a besoin, pour certains types de patients, de bien se focaliser sur leurs plaintes très spécifiques, notamment ma patiente pour son trouble de double tâche. Et en même temps, on doit aussi faire attention de bien tout relativiser. Ma patiente est une patiente qui suit des objectifs inatteignables et qui se sous-évalue tout le temps. Donc, je dois aussi, dans la rééducation, faire passer le fait que oui, il y a un petit trouble que j'ai vu, on va le travailler, mais il y a aussi d'autres éléments qui font que vous ne vous sentez pas bien dans votre cognition et qui ne sont pas strictement cognitifs, qui ne sont pas dus à votre sclérose en plaques. Ça permet aussi de relativiser un petit peu et de diminuer l'importance relative de cette pathologie dans la vie quotidienne. Tout ce qui ne fonctionne pas bien n'est pas toujours attribuable à la sclérose en plaques et doit pouvoir être régulé, parce que si on peut bien essayer de faire un peu le tri entre ce qui est attribuable à X, Y ou Z, on va pouvoir mieux agir sur ces différents éléments séparément et donc être beaucoup plus dans la qualité de vie. Et donc, pour moi, on a besoin d'agir de ce type-là, de développer des projets, de proposer des prises en charge différentes et de faire bouger un petit peu les choses. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention. J'espère que je ne vous ai pas été trop rapide quand même au niveau de mon flux de parole. Bien, merci Gaël. Voilà, je pense que on a effectivement une somme d'informations et nous devons certainement avoir le temps de pouvoir aussi l'analyser et la décanter. Alors, c'est le moment des questions-réponses. Je vois déjà 2 questions, voire 3 au niveau de la boîte de discussion. Est-ce que tu les vois, Gaël? Oui, attends, je suis en train de reprendre là. Donc, quels jeux sur Internet sont-ils bons? En fait, ce qu'il faut savoir au niveau des jeux sur Internet, c'est que vous avez maintenant pléthore de possibilités, de trucs, tout ce que vous voulez. On reste pour moi dans des choses de type stimulation cognitive. Ça veut dire que si on essaie de vous vendre, entre guillemets, un truc pseudo-scientifique, de trucs scientifiques, ça vaut peut-être pas la peine d'aller jusque-là. Il y a plein de jeux gratuits qui existent, qui font de la stimulation cognitive, mais vous joueriez avec un jeu de cartes à la belote, au whist, ou comme ça, vous feriez un Scrabble avec vos petits-enfants, vos enfants, vos proches, plein d'autres choses comme ça. Je pense qu'il ne faut pas s'accrocher aux trucs sur Internet qui ne sont pas la solution miracle, mais qui font partie des stimulations qu'on peut utiliser. Et donc, il y a des sites qui sont plus ou moins faits. Je pense que ce qui est important quand vous les faites, c'est de les faire au bon moment. Ça veut dire que si vous êtes fatigué, ça ne sert à rien de vous mettre sur un jeu comme ça ne va pas vous apporter grand-chose. Si votre mode de vie est déjà complètement full avec le travail, les enfants, les loisirs et tout, vous avez plus besoin de périodes où vous ne faites rien et vous êtes en mode repos que l'inverse. Donc, il faut analyser ça un petit peu. Maintenant, il y a plein de choses qui sont de très bonnes idées sur Internet. Ça ne remplace pas de la rééducation, mais ça permet effectivement d'avoir des outils parallèles. À partir du moment où vous y prenez plaisir en plus, ça peut être tout à fait intéressant pour moi. Alors, des jeux bien précis? J'ai pas de jeu bien précis, parce qu'en fait, ça change tous les 2 mois. Donc, le souci, c'est que ça change tous les 2 mois. Il y a plein de plateformes qui existent. Nous, on utilise parfois en rééducation un peu plus ludique. Il y a le site de TV5 Monde qui met en ligne quelques jeux d'une plateforme d'Happy Neurone. C'est des jeux qu'on utilise parfois, nous, en rééducation, qui sont assez accessibles. Il y a plein de choses différentes. Moi, là, quelque part, j'ai envie de dire, voyez peut-être avec vos professionnels de santé si eux ont des jeux qu'ils utilisent un petit peu plus, mais ça peut être un simple Tetris dans les années 80-90, est un jeu de vitesse, de réflexion, de dextérité manuelle qui peut tout à fait convenir et autres, quoi. Je lis la deuxième question. Oui, vas-y. Est-ce que ces évaluations tiennent compte de l'âge? Oui, dans les normes dont on dispose pour différents tests, effectivement, on compare quelqu'un de 45 ans à quelqu'un de la tranche 40-50 ans, par exemple au niveau des normes. On ne va pas comparer cette personne-là à un jeune étudiant de 22 ans qui vient de sortir. Donc, effectivement, les normes tiennent compte de ce facteur âge. Alors, le premier test chiffre et symbole, est-ce que la première ligne reste visible ou faut-il d'abord être mémorisé? Non, la première ligne reste toujours visible. Ce n'est pas un test de mémorisation. Ça reste sous vos yeux. C'est vraiment un test de vitesse. C'est vraiment cette notion de remplir par écrit ou en oral le plus rapidement possible, mais sans mémorisation nécessaire, parce que ça reste devant vous. Peut-on poser des questions oralement? Je ne sais pas, Marc. Ici, j'ai répondu que oui, donc c'est le moment. Mais je pense qu'il y a une main levée, du coup. Oui, bonjour à tous. Bonjour. En tout cas, merci pour l'exposé. C'est
Enfin, c'était vraiment très clair. Moi, j'ai 3 questions, mais je vais peut-être en poser une et puis attendre que d'autres personnes posent les siennes et puis après, je reviendrai avec d'autres questions. Vous avez parlé de la période de récupération. Donc, c'est vrai que quand moi, notamment, je donne aussi des formations et après, bon, ou même, en fait, tout ça arrive tous les jours, peu importe ce que je fais, j'ai vraiment l'impression que mon cerveau est en surcharge, que je dois récupérer. Euh, et donc, c'est lié à la fatigue aussi, mais la fatigue cognitive aussi. Oui. Qu'est-ce que vous conseillez comme activité à ce moment-là? Parce que moi, dormir, c'est pas, enfin voilà, je ne vais pas forcément dormir. Parfois oui, parfois non. Euh, j'ai tendance à me mettre devant une bêtise à la télé très facile, où il faut pas réfléchir en fait, et puis je m'endors. Mais voilà, parfois avec mon conjoint, on n'est pas très d'accord. Il me dit oui, écoute, c'est pas comme ça que c'est pas ça qui va te faire récupérer. Tu mets quand même ton cerveau. Enfin, voilà, parce que lire, non, je sais lire, ça va pas. Je dois réfléchir. Donc, vous conseillez quoi comme activité de récupération? Déjà, première chose, c'est je vous conseillerais de faire un planning sur votre semaine pour répartir vos activités et voir déjà si dans votre répartition d'activités, vous n'avez pas, par exemple, des activités qui se cumulent trop les unes après les autres. Donc, si vous avez une formation dans fin de journée, peut-être que cette journée-là, vous devriez avoir une journée qui est un peu plus allégée en termes d'activités compliquées la journée. Donc, il y a cette notion de vision de nos activités plutôt sur la semaine et sur le mois pour essayer d'anticiper où cette journée-là, ça va être compliqué parce que j'ai une formation à 2 heures jusqu'à 6 heures et en même temps, le matin, j'ai une grosse réunion. Est-ce que j'aurais pas dû dire non au doodle de la réunion pour la mettre un autre jour, sachant que justement, comme dit, j'avais cette formation-là. Donc, il y a déjà du travail, je pense, à faire en amont. Oui, ça c'est Avant de fait. devoir gérer cette fatigue, il faut faire du travail en amont. Et donc, moi, je dis souvent qu'un bon horaire, c'est un horaire avec des trous. Oui, oui. Parce qu'il faut que vous puissiez avoir des moments de récupération ponctuels comme ça au niveau de votre semaine et anticiper les moments où vous savez que là, ça va être vraiment compliqué. Alors, au niveau des activités et du coup, aussi, le lendemain de cette activité-là, prévoir si c'est possible une journée un peu plus light. Ça dépend un petit peu du contrôle que vous pouvez avoir sur vos activités professionnelles ou pas. Alors, en termes d'activité, effectivement, se taper dans la télévision, un truc qui vide la tête et s'endormir dans le divan, c'est sûr que c'est peut-être pas le plus fonctionnel. Je préférerais effectivement que vous fassiez peut-être un petit peu de jardinage à la limite, quelque chose qui soit un peu plus physique ou un peu plus qui vide la tête, sans spécialement dormir ou s'arrêter si c'est pas votre truc, mais quelque chose effectivement où on n'a pas de stimulation cognitive particulière. Maintenant, moi, j'aime pas les réponses toutes faites globales parce que ça dépend de votre mode de vie. Si vous avez toujours habitué à vous détendre et à vous déconnecter avec une bête série et que du coup ça vous fait du bien, on peut essayer voir ce que ça donne. Donc je pense que là, on a vraiment un besoin de discussion individuelle pour trouver ce qui vous convient. Maintenant, effectivement, on pourrait imaginer une ou deux activités plus soft. On pourrait faire un peu de yoga, on pourrait faire un petit peu de méditation, on peut faire un peu de jardinage, on peut faire une recette de cuisine, enfin, on peut faire des choses un peu différentes et trouver ce qui vous correspond. Il faut qu'on trouve votre équilibre et ça, il n'y a pas de règle générale, honnêtement. Ok, merci. Peut-être enchaîner avec vos 2 autres questions. Hein, ah oui. Oui. Non, mais ça, c'est plus une réflexion. Donc, les pistes que vous avez données, voilà, je suis psychologue moi-même, je suis spécialisée en troubles du spectre de l'autisme, donc c'est pas la même chose, mais disons que voilà, ces pistes, voilà, je les ai déjà, tout ce qui est réorganisation au niveau temporel, etc., tout ça, je mets en place, mais tout demande énormément de discipline en fait, et ça, c'est difficile à suivre. Donc, il faut vraiment dire non, je dois aller dormir tôt, non, je sais en fait ce qui va coincer, mais il faut être hyper autodiscipliné, alors je sais pas si... Voilà, c'est plus une réflexion. Oui. Mais moi, je vous avoue que je ne suis pas là pour de la discipline à temps plein parce que j'en suis incapable moi-même, soyons clairs. Donc, moi, ce que j'essaie d'avoir comme discours, c'est un discours qui est réaliste. Au lieu de voir par jour, tous les jours, c'est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, je essaie de voir sur la semaine ou sur le mois. On doit pouvoir avoir un peu de flexibilité et donc, quelles sont mes marges de variabilité possibles pour que je gère ma semaine en étant un petit peu en over-fonctionnement. C'est un petit peu trop, mais du coup, la semaine prochaine, peut-être que je vais pouvoir récupérer un petit peu. Et donc, moi, je parle souvent, au niveau de mes patients, on a 2 bornes. On a une borne d'hypoactivité et une borne d'hyperactivité. Il y a la moyenne au milieu. Je ne suis pas là pour de la moyenne. On va tous fonctionner selon comment on fonctionne, plutôt en allant vers l'hypoactivité, plutôt vers l'hyper. Vous êtes plutôt du côté de l'hyper, donc vous allez flirter avec le seuil de l'hyperactivité. Et du coup, si vous flirtez
vous pouvez flirter un petit temps, il va falloir redescendre à un moment donné. Si par contre vous dépassez intensément, il va falloir récupérer tout de suite. Et donc là, c'est une gestion un peu différente qui est, ben tiens, si j'élargis le temps sur lequel je regarde mon évolution, je régule sur 1 semaine, sur 2, sur 3, et je navigue comme ça. Moi, personnellement, je serais incapable de faire un truc trop rigide tout le temps, et donc je ne le prescris jamais à mes patients parce que je ne suis pas capable de l'appliquer moi-même. Maintenant, j'ai des patients qui sont extrêmement carrés. Là, on y va à fond parce que c'est leur truc. D'accord? D'accord. Moi, je suis quelqu'un de bordélique fondamentalement. Ben, mon bordel, il augmente, il augmente, il augmente, jusqu'au moment où il dépasse un seuil que je ne supporte plus. Là, je range. Ben, par rapport à la fatigue, c'est pareil. Ok, merci. Et ma dernière question, je ne sais pas, ça a peut-être été traité, mais moi, ce que je remarque, je voulais savoir si c'était plutôt un problème de mémoire de travail. Moi, j'avais identifié ça comme un problème de mémoire de travail. Ce qui m'arrive souvent, c'est par exemple me retrouver dans ma buanderie et ne plus savoir ce que je voulais y faire. Aller sur mon GSM pour sans doute faire une recherche ou appeler ou répondre à un message. Et puis, je suis sur le GSM, je le regarde et je me dis, mince, qu'est-ce que je voulais y faire? Mais alors, il y a des jours où ça n'arrive pas trop, où ça arrive comme tout le monde, et puis il y a des jours où ça arrive 15 fois sur la journée, et là, je me dis non, là, ça, c'est pas comme tout le monde, quoi. Oui, C'est tout à fait. mes problèmes de mémoire de travail, ça? Oui, tout à fait. D'accord. Le travail et vraisemblablement de gestion du nombre d'activités que vous avez à faire et du fait que vous ne posez pas pour faire votre activité, vous êtes déjà en train de planifier les deux autres après en même temps. Oui, je suis toujours. Oui, c'est ça, Ben je oui. pense trop. Je pense beaucoup trop. Et oh, ben ça, moi je dis en général, il faut trouver le fusil pour penser comme un homme. Ça marche mieux parfois. Je vais dire ça à mon conjoint. Tiens, je vais lui dire voilà ce que Euh, j'ai tiré de la formation. Pas de Alors, pour tout différence. ce qui est les hashtags pour l'instant, c'est quelque chose que je dis sous le ton de l'humour, mais en même temps, effectivement, j'ai beaucoup de patients, hommes ou femmes, qui pensent parfois trop. Et effectivement, on a besoin parfois d'être un truc à une chose à la fois. Notre cerveau ne peut pas non plus tout gérer tout le temps. Et à un moment donné, ça déborde. Et du coup, quand ça déborde, ben, qu'on ait une fragilité en plus avant et ça déborde en plus, ben, ça fait un effet cumulatif. Ouais, bah oui. Et en plus, je sais tout ça, mais c'est bien de se l'entendre dire, en fait. Mais l'appliquer, c'est beaucoup plus compliqué et Ouais. ça demande du temps, ça demande de l'indulgence personnelle par rapport à ce qu'on fait et ça demande d'être un peu accompagné de temps en temps. Mais voilà, Ok, merci beaucoup. rien. Alors, il y a 2 mains levées. Madame Madame Ney, Ney, c'était en premier, oui, je pense. voilà. Oui, bon, rebonjour. Je voudrais une question. Donc, quand je discute, lors d'une conversation, j'ai tendance à couper les gens parce qu'autrement, j'oublie ce que j'ai à dire. Oui. Et surtout quand quand ça dure trop longtemps. Donc, voilà, comment est-ce que je peux régler ce problème? Bon, c'est embêtant pour les gens d'être coupés et c'est embêtant pour moi si je ne les coupe pas parce que je ne sais plus ce que Tout à fait. je Ça ne c'est sais un pas. problème. Ouais. Oui. Interagir si c'est trop longtemps après, puisque ce n'est pas une conversation de 2 secondes qui dit quelque chose quand c'est un peu plus long. Donc, j'ai cette difficulté. Ouais, Voilà. c'est compliqué parce qu'effectivement, vous risquez très souvent de devoir couper l'interaction d'une manière un peu brutale. Et donc, bon. Moi, je dirais qu'il y a plusieurs cas de figure. Des gens proches de vous, qui vous connaissent, qui savent un petit peu ces difficultés que vous avez, ça peut passer plus facilement, ils s'y attendent, et quelque part, ça peut dans l'interaction ne pas trop poser de problème. Des gens que vous connaissez un petit peu moins, qui ne sont pas vraiment tout à fait au courant de ces difficultés-là, effectivement, c'est compliqué. Parfois, ce qu'on essaye de faire avec les patients, c'est de leur proposer d'essayer de faire une image, quelque part, de l'idée qu'ils veulent évoquer pour changer de canal. Donc, ne pas rester en verbal avec votre idée, mais essayer de se faire une petite image pour essayer d'avoir un autre indice pour vous rappeler ce que vous deviez faire, ce que vous voulez dire. Maintenant, c'est sûr que au plus la discussion de l'autre va être longue, au plus votre idée risque de vous échapper et donc c'est parfois un peu compliqué. Il n'y a pas de recette miracle, malheureusement, à ma connaissance. Parfois, j'ai des patients qui disent pendant que je discute, je prends un petit peu note, mais ça fait un peu bizarre. En réunion, ça se fait bien. Je pense à quelque chose, je le note en même temps que l'autre parle, comme ça, je sais que je n'oublie pas mon truc. Mais en discussion interpersonnelle, familiale, c'est un peu plus compliqué. Mais je ne sais plus, écouter et prendre note, c'est très difficile. Ouais. J'ai un ami qui me dit, oui, mais quand quelque chose, prend note. Mais non, je ne peux pas. Je ne peux plus suivre. Ouais. Avant, je pouvais faire 2 activités en même temps. Je pouvais très bien discuter au téléphone et en même temps me concentrer. Je dirais avoir une autre, je ne sais pas comment on explique ça. Je pouvais taper à la machine en même temps que j'avais une discussion au téléphone. Donc, taper à la machine, regarder ce que j'avais à taper et discuter de quelque chose de totalement différent. Oui, Mais tout non, à fait.
C'est pas Je possible. pense qu'à ce niveau-là, on ne peut pas se départir du fait de devoir couper l'interaction à un moment donné, mais peut-être la couper d'une manière la moins brutale possible, ou en disant, tiens, juste que je te coupe, mais il faudra qu'on parle de, et juste donner un mot d'indice pour continuer après. Mais effectivement, il n'y a pas de solution miracle par rapport à ça, malheureusement. Mais je veux dire, quand simplement une consultation avec un médecin, Oui. à ce moment-là, si on prend note, c'est qu'il faudrait presque tout Alors, le temps le couper. pour C'est, moi, c'est- par rapport au médecin, par exemple, ce que je fais souvent avec mes patients, c'est avant qu'il aille chez le médecin, on fait 1 ou 2 séances de préparation du rendez-vous médical, où on Oui, ça essaie oui. avec moi d'évoquer toutes les questions qu'ils peuvent avoir. Vous prenez des petites notes chez vous, puis après on fait un peu le tri, on les classe selon différentes catégories, on en garde 1 ou 2 ou 3 que vous voulez poser au médecin. Vous allez chez le médecin, il vous demandera, et puis vous arrivez, OK, j'ai mes questions, et puis voilà. Ça vous permet de reprendre un peu le contrôle. Maintenant, dans la discussion avec le médecin, si une idée vient et que, pour moi, là, vous pouvez noter, vous attendez, je dois juste noter pour pas que vous oubliez de vous dire quelque chose. Mais ça dépend de la relation que vous avez avec votre médecin. Oui, mais noter les questions, mais c'est noter les réponses surtout. Eh ben, notez les réponses. Oui, mais difficile pendant qu'il parle, ou bien il va devoir chaque fois s'arrêter pour faire le temps de. Pour moi, le professionnel de santé doit s'adapter à vos besoins. Et si vos besoins, c'est de noter vos réponses pour ne pas les reposer les 3 rendez-vous qui vont suivre, je pense que c'est quelque chose qui peut tout à fait être établi avec votre neurologue. Oui, d'accord. Vous permettez que je note la réponse, comme ça je ne l'oublie pas, je ne vous la repose plus après. Oui, oui, allez-y. Et au sujet de couper les gens, vaut peut-être mieux que je dise aux gens, attends, je risque de vous couper parce qu'autrement je perds le fil Moi, je pense qu'à partir du moment où vous prévenez les gens, ils vont déjà être un peu plus susceptibles de parler, de parler avec des phrases un peu plus courtes, de parler peut-être un petit peu moins longtemps, d'être plus attentif au fait que vous voulez peut-être prendre la parole. Et donc, ça Ouais. peut éventuellement aider aux échanges de tours de parole plus facilement. Oui, d'accord. Okay. Oui, merci. Je vous en prie. Juste, Marc, je vais peut-être dire que je répondrai aux questions écrites qui ne sont pas verbalisées. Je répondrai sur le chat après si tu veux. Oui, ok, ça va. Alors, il y a encore une main levée. Monsieur, je ne sais pas si c'est votre nom. Voilà, Cuil. Oui, monsieur Cuil, alors on dit Keul en Belgique. Hein. Cuil, voilà. Monsieur Keul. Voilà, enfin, peu importe. Depuis tantôt, je réfléchis à la manière dont je vais vous appeler. Voilà. Ouais, écoutez comme vous voulez, comme vous voulez. Keul, ça me va parce que je suis à la Ligue belge de la sclérose en plaques, donc vous pouvez Voilà. appeler Monsieur Keul. Voilà, pas de Voilà. souci. Et je pense, bon, c'est très intéressant sur les troubles cognitifs. Hein. Je me sens quand même beaucoup affecté par les troubles cognitifs. Donc, je pense voir un neuropsy pour essayer d'améliorer ces choses-là. Maintenant, je voulais insister aussi sur la notion, je pense, de se faire plaisir. De se faire plaisir, notamment par le sport, quand on peut en faire par l'activité physique. C'est important, notamment, ça régule beaucoup de choses, le sommeil, etc. Ça, c'est quelque chose auquel je mets à souligner. Je pense que la Tout à sclérose fait. en plaques nous cloue quand même parfois sur un fauteuil longtemps. J'ai longtemps connu cette période-là. Maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, je me dis, il faut faire attention à ne pas faire trop d'activités, ne pas être partout à la fois. La randonnée ce matin, je me suis inscrit à cette conférence déjà depuis plusieurs jours. Je me suis aussi inscrit à celle de la Ligue française et ça fait beaucoup pour moi. Donc, je ne veux pas être partout, on ne peut pas se démultiplier, être multitâche, c'est très compliqué. Donc après, il faut faire des choix. J'ai fait le choix ce matin de m'inscrire enfin, pas ce matin, de m'inscrire à la, la Ligue belge de la sclérose en plaques pour différentes raisons. J'estime que la sclérose en plaques, elle n'a pas de frontières, quoi. Elle est aussi bien en Belgique, elle est aussi bien en France, elle est partout, quoi. Et pour moi, c'est vrai que c'est compliqué, c'est peut-être compliqué aussi. Moi, j'aimerais que la sclérose en plaques soit soignée, quoi. Elle se guérit pas, mais elle se soigne, quoi. Elle n'est pas belge, elle n'est pas française, elle n'est pas flamande, elle est partout, quoi. Voilà ce que je voulais dire. Donc, tout ce qui est préjugé, laisser tomber un petit peu, quoi. Voilà, ça c'est une façon de m'éparpiller peut-être. Donc voilà, donc le sport, c'est indispensable, je pense, aussi qu'on peut en faire. Après, il y a des choses pour au niveau psychologique, la sophrologie, la méditation, des choses comme ça qui peuvent aussi nous réguler au niveau
psychologique, quoi. Je pense que c'est aussi important. Donc voilà ce que j'avais. Ouais. Effectivement, ce que vous dites, c'est vraiment extrêmement important. Et on a effectivement parfois le contre-pied que certaines personnes peuvent prendre. Je suis fatigué, j'ai peur qu'on trouve que je sois fainéante, etc. Donc je vais en faire plus. Je cours après le temps, je fais plein de choses. Effectivement, on doit à un moment donné arriver à refixer des objectifs qui soient corrects, atteignables, qui permettent d'avoir un équilibre. Et c'est un travail plus général avec la personne. Là, on sort du cadre strictement pathologique, on travaille avec la personne sur son mode de vie, sur les choix qu'elle pose. Moi, j'avais une patiente qui, à un moment donné, était obsédée par son parquet et elle nettoyait son parquet à genoux toutes les semaines. Et donc, effectivement, elle avait des douleurs, elle était fatiguée, mais elle fait ça quand même. Et puis, au fur et à mesure, on a travaillé un petit peu ça, elle a élargi un peu les zones, et maintenant, elle a trouvé un équilibre différemment. Maintenant, c'est son mari qui le fait, parce qu'il trouve que c'est un peu ça de temps en temps. Donc, elle a réussi à inverser les choses, et du coup, elle fait d'autres choix et d'autres choses. Donc, effectivement, il y a une notion de priorité à mettre, une notion de choix à faire, mais comme on doit le faire tous. Et on sort vraiment du cadre strictement de la pathologie pour aller vraiment vers un cadre plus de la personne. Par rapport au sport, c'est sûr que le sport et tout ce qui est activité physique adaptée montre des effets bénéfiques au niveau moral, dépression, fatigue, cognition. Donc, c'est quelque chose qui est effectivement à mettre en place. Maintenant, il faut aussi avoir des endroits de sport qui soient adaptés, que ce soit vraiment conçu pour cette personne-là, avec les difficultés qu'elle peut avoir, les hauts, les bas et autres. Et ça doit aussi être régulé. Cette notion de régulation est importante, de gestion de la vie. Et effectivement, on ne peut pas tout faire en même temps. Et parfois, moi, j'ai des patients qui sont en rééducation, qui travaillent, etc. Faire une séance de sport en plus, ça devient trop. Alors, du coup, on doit réguler, faire des choix et voir qu'est-ce qui est le plus important à un moment donné ou à un autre. Ok, merci. Il y avait une question, tu vas y répondre Oui, attends, du coup, je vais repasser. C'est quoi la suivante? Pour les neuropsychologues à Bruxelles, qui travaillent un petit peu comme moi, je n'en connais pas malheureusement à Bruxelles parce qu'un des gros défauts des neuropsychologues pour l'instant, c'est qu'on est assez, on n'a pas une corporation, en tout cas en Belgique, on est très par petits pôles régionaux. Maintenant, je sais qu'il existe une association des neuropsy sur Bruxelles qui a une page Facebook, je pense. Donc là, je vous propose que vous recherchiez un petit peu là-dessus. Et donc, moi, j'en connais un qui travaillait à Erasme, c'était Hichem Slama, mais je ne sais pas par contre s'il a la même approche que celle que je peux avoir. Ça, je ne saurais pas vous le dire. Puisqu'on est dans les révélations, nous avons pas mal de contacts avec Mélanie de Skepper également, qui est neuropsy et qui est sur Bruxelles. Donc, je pense qu'on peut peut-être, Alain, communiquer. Oui, ça, j'ai les coordonnées, oui. Je peux toujours les envoyer à madame. Oui. Oui, hein. Juste que je retrouve le nom de madame, je suis en train de regarder qui a mis ça. J'en connais aussi une, je ne sais pas si je peux... Oui, allez-y, faites la pub. Oui, mais c'est la neuropsychologue de l'hôpital Delta à Bruxelles. Donc, elle travaille dans la clinique de la sclérose en plaques de Delta Chirec et elle s'appelle Coralie de Ladrière. Elle n'est pas neuropsychologue, elle est psychologue et sexologue. Elle est psy. Oui. Moi, je croyais qu'elle était neuropsy. Pourtant, non, elle non. Elle est psy. D'accord, ok, merci. Tu as trouvé Alain? Non, toujours pas. Mais j'ai du mal à faire deux trucs en même temps. Oui, mais ça, c'est les hommes. Hein. Ça, on n'en a pas dit deux mots là-dessus. Donc, c'est Isabelle. Mais... c'est Isabelle qui voudrait un neuropsychologue à Bruxelles. Voilà. Isabelle, ok. Ouais. Alors, il y a... Du coup, je veux bien aussi, puisque je pensais qu'elle était neuropsy, Madame de Ladrière, mais comme elle ne l'est pas, je veux bien un psychologue, un neuropsy, pardon. D'accord. Alors, il y a les petits messages de Nathalie. Donc, elle dit, pour sa part, je ne fais plus de planning au jour le jour, mais je fais sur une semaine. Je note tout ce que je voudrais faire, que ce soit les tâches, les moments de loisirs. Parfois, j'oublie de le faire. Par contre, j'oublie souvent les rendez-vous médicaux, alors que je les note tous sur une feuille, pas toujours, évidemment, du coup. Donc là, je pense il y a une question aussi d'organisation et de centralisation des éléments. C'est bien de faire votre planning, c'est bien de bien organiser, de le mettre, mais il faut-il le consulter régulièrement. Un planning, on le consulte une fois le matin, une fois le soir, par exemple, pour voir si ce qu'on a fait la journée était correct à la caisse, voir si on doit reporter des choses.
Maintenant, au niveau des rendez-vous médicaux, de plus en plus, on a la possibilité de mettre des rappels sur des applications, des choses comme ça qui peuvent quand même nous aider par rapport à ces rendez-vous ponctuels. Maintenant, voilà, je pense qu'il faut bien séparer la gestion d'horaire qui nécessite quand même une vue d'ensemble plus globale et la gestion ponctuelle de rendez-vous où là, effectivement, on peut éventuellement faire appel à des rappels automatiques ou les SMS des hôpitaux, même si je trouve que ça ne fonctionne pas extrêmement bien de mon point de vue. Alors, je vais lire la phrase de Karine, peut-être. Bonjour, à 47 ans, avec une CEP depuis 15 ans, je travaille mi-temps, mais ça devient de plus en plus difficile car je suis cuisinière et femme de ménage dans une crèche. J'ai été en arrêt maladie plusieurs mois, fatigue et dépression. Je ne saurais plus faire ça des années, je dois envisager mon futur. J'aimerais suivre des cours du soir afin de passer mon CAP. Je pense ne pas en être capable à cause de ma fatigue et de mes troubles cognitifs. Est-ce possible de me rendre compte de mon état par ces examens dont vous avez parlé? Pour mes capacités intellectuelles, je les avais auparavant. J'ai arrêté mes études par amour à l'époque. Est-ce que je les ai encore? J'ai beaucoup de soucis de concentration lorsque je suis fatigué. Je pense que là, effectivement, vous êtes typiquement le type de patient, Karine, où un bilan neuropsy peut être vraiment extrêmement intéressant pour faire le point. Voir un petit peu au niveau cognitif ce qu'il y a ou pas comme difficulté, voir un petit peu l'influence de la fatigue, si c'est une influence complète, partielle ou pas trop, et du coup, alors après avoir une discussion avec le neuropsychologue pour voir, tiens, ben, selon ce que je vois, moi je pense que c'est possible, mais pas trop de travail, il faut qu'on organise, il faut quoi ceci. Donc ça, c'est vraiment, vous êtes tout à fait effectivement dans le cas où ça peut être intéressant d'avoir cette information-là en plus de tout votre parcours médical pour avoir un peu, pouvoir faire des choix éclairés, je vais dire. Alors, je rempile sur Nathalie, qui constate aussi en discussion avec plusieurs personnes, elle décroche, comme si elle les écoutait plus, ce qui est embêtant, car je ne me rends pas compte, mais c'est comme si je me déconnectais. Pas facile non plus dans un entretien d'embauche, en reclassement, de se valoriser. C'est effectivement le problème de l'impact de ces difficultés de mémoire à court terme sur les interactions avec les autres. Dans les interactions avec un groupe, avec plusieurs personnes, ce qu'on essaie de conseiller aux patients en moyen palliatif, c'est de ne pas se mettre en plein milieu, mais plutôt sur le côté, essayer de se fixer sur une discussion sur une ou deux personnes pour ne pas se contaminer par rapport au reste. Il y a des choses un petit peu stratégiques qu'on peut essayer de faire comme ça. Maintenant, c'est vrai que quand vous me décrivez ça, je me dis, bah, OK, si vous aviez un bilan neuropsy, il y a sûrement de mémoire de travail qui apparaîtrait, bah, il y aurait peut-être moyen effectivement un peu de les mobiliser un petit peu plus et de les faire réévoluer un peu plus positivement. Et alors, effectivement, tout ce qui est motivation face à la fatigue, c'est extrêmement compliqué et il n'y a rien à faire. Ça passe par une planification de l'action et il y a pas mal de... On a souvent le problème de cette perte de motivation à cause de la fatigue et il y a pas mal d'études qui montrent notamment que si on arrive à faire quelque chose qui nous fatigue, et donc on retrouve le lien entre j'ai fait quelque chose et ça m'a fatigué, du genre j'ai fait une séance de sport ou d'activité et je suis fatigué après, mais c'est logique parce que j'ai fait du sport, ça permet d'enlever cet aspect un peu ingérable de la fatigue avec un grand F et qu'on n'arrive pas à s'en sortir. Il y a pas mal de données au niveau des thérapies psychologiques où effectivement on dit que, souvent on dit qu'il faut être motivé pour agir, et il y a pas mal de modèles maintenant qui montrent qu'il faut parfois aussi agir pour être motivé. Et donc, ils ont des stratégies maintenant de planification d'activité, un petit peu comme celles qu'on fait nous avec nos patients, mais plutôt par rapport aux patients dépressifs. Et donc, où ils essayent de faire mettre en place des actions aux patients, même s'ils n'en ont pas envie, s'ils ne sont pas motivés, mais on les met dans un programme et le patient accepte de s'y plaire. Et que le fait de faire ces choses-là et d'en retirer quelque chose de positif va réamorcer une pompe de renforcement positif parce qu'il y a eu du plaisir dans l'action qu'on nous a un peu forcé à faire. Et du coup, ça peut permettre effectivement de contrer un petit peu cette baisse de motivation par rapport à ça. Alors, une dernière question de oui. Nathalie. Oui. Donc, c'est difficile aussi, c'est d'en parler avec mes enfants. Ma fille a du mal de comprendre, ou alors elle refuse de comprendre, je ne sais pas. Alors, c'est sûr que la problématique des enfants est extrêmement complexe et difficile à vivre pour les parents jeunes ou moins jeunes qui doivent expliquer leur pathologie aux enfants. Il y a pas mal de bandes dessinées, de supports écrits qui existent, qui peuvent être vraiment utiles pour amener une discussion avec les enfants. Je pense qu'avec les enfants, il faut être honnête. Cacher que vous êtes fatigué, ça ne sert à rien, ils vont le voir. Cacher que vous avez du mal de marcher, ça ne sert à rien, ils vont le voir. Je pense que là, on a vraiment un besoin d'honnêteté. Il faut adapter le discours à l'âge de votre fille, il faut se baser peut-être sur des supports différents. Il faut essayer de pouvoir l'amener à avoir une certaine expression sur son canal favori à elle, le dessin, le jeu, la discussion, peu importe. Et on peut se faire aider aussi par des professionnels. Il m'arrive de temps en temps de voir
un parent et son enfant, pas souvent, mais de temps en temps, pour essayer de dédramatiser certaines choses, d'expliquer autre chose. Voilà, je pense que là, il faut beaucoup d'échanges et il faut laisser le temps aussi. Très souvent, au niveau médical, il y a un temps très figé. Le temps personnel pour évoluer, il est propre à chaque personne, et le temps des enfants, c'est pas toujours le temps des adultes. Et vous pouvez déjà le voir souvent les uns les autres avec vos proches, vos conjoints, compagnons, compagnes. Ben, parfois, on avance et l'autre n'avance pas. Parfois, c'est l'autre qui est plus loin et nous, on est arrière. Avec les enfants, c'est pareil. Donc, je pense que là, c'est vraiment la discussion et l'échange qui est essentiel par rapport à ça. Mais voilà, merci Gaël pour ta motivation, ton engagement et ton investissement dans ce domaine. Et c'est vrai, un vrai plaisir de t'entendre chaque fois. Je vois les messages sont unanimes. Je crois que effectivement, c'est important de mettre l'accent sur les troubles neuropsychologiques, effectivement souvent méconnus, invisibles, et qui génèrent parfois des difficultés en termes de qualité de vie. Donc un tout grand merci à toi. Plaisir. Je vais te reposer pour ne pas perdre ta carte bancaire la semaine prochaine. J'ai régulé, hein, j'ai viré des réunions et tout, c'est bon. Voilà, c'est parfait. Alors, Mais on a quand même reçu un message de la banque, apparemment tu l'auras encore oublié. Voilà, peut-être que Alain, tu as une petite pub pour la prochaine journée qui se fera normalement en présentiel à l'automne. Oui, normalement, oui, ça se ferait en présentiel à Namur, dans la région de Namur, probablement à l'espace Kegelian. On va aller, du moins en partie, on va aller visiter, voir si c'est faisable. Ça se ferait au mois d'octobre. J'ai plus les dates en tête, c'est affreux. C'est normal. Et alors, ce sera autour de soigner la sclérose en plaques, mais via le mouvement, via la kiné et via le bien-être. Donc là, on aura un exposé du professeur Stocker, qui est responsable de médecine physique à Saint-Luc à Bruxelles, et un exposé également du docteur Capron, qui est neurologue à Marie Curie à Charleroi. Et l'après-midi, il y aura des ateliers sport et des ateliers bien-être pour illustrer les deux exposés du matin. Voilà. OK. Donc, ce sera dans la clé, ce sera sur le site, ce sera dans la newsletter. Donc, voilà, on croise les doigts pour pouvoir la faire en présentiel. Voilà. Voilà. Merci à mes collègues collaborateurs pour cette organisation qui s'est faite un peu rapidement, mais qui finalement a bien fonctionné. Donc, un tout grand merci à vous d'avoir mis l'énergie dans ce projet. Moi, je terminerai en vous rappelant que demain, c'est notre fête. C'est la journée mondiale de la sclérose en plaques. Alors, il y a des petits rubans. C'est vrai qu'on n'a pas pu vous les distribuer facilement. Ils sont toujours disponibles via le site de la Ligue, on peut vous les fournir. Vous dire qu'on pense bien à toute la communauté des personnes atteintes de sclérose en plaques, à leurs familles, à la Ligue, et que, comme le dit monsieur Keul, voilà, prenons plaisir et demain, prenons un petit verre à notre santé. Voilà. D'ici là, portez-vous bien. Merci encore Gaël. Merci. Et à très bientôt pour de prochaines rencontres. Bon week-end. À bientôt. Bon week-end tout le monde. Au revoir tout le monde. Au revoir.